setup, takes the her feet. Oh my! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour notre deuxième épisode sur l'équipe de France. On s'était vu il y a quelques temps pour vous présenter dans le détail les joueurs, notamment les joueurs d'Euroleague. Eh bien on se retrouve pour parler de la préparation de l'équipe de France qui après 2 victoires initiales s'est conclue par 4 défaites contre l'Allemagne, la Serbie, le Canada et enfin l'Australie. Et pour vous accompagner aujourd'hui, on est avec Tancred, un historique de Q-Basket. Salut, ça va ou pas ? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je me suis même pas présenté ce que je fais d'habitude, c'est évidemment comme vous avez l'habitude, je pense, d'entendre ma voix, donc c'est Benjamin qui est le débrief sportif pour vous servir comme d'habitude. Tancred, toi qui as rédigé, je crois, quelques articles sur l'équipe de France là dernièrement, il me semble qu'on est sur une série là qui envoie sévère. Ouais, série qu'on avait commencé en 2018. L'idée était toute bête, c'était l'histoire de l'équipe de France de basket. On a fait ça pour les garçons, ça s'est terminé vers quoi? 2019 avec une petite interview de George Eddy au passage, ça c'était plutôt sympa. Et après j'ai commencé à faire les filles. C'était vachement bien parce que j'avais accès au centre de documentation de la fédération de basket pour faire mes recherches. Le Covid est passé par là, ça m'a énormément ralenti. Et là, voilà, je me suis remis. On est à l'épisode 9 qui est sorti, le 10 va sortir cette semaine. Donc 130 ans d'histoire, 20 articles, les interviews de George Eddy, Pauline et Camby, Isabelle Fiakowski qui m'ont aidé. Et bon, on va finir ça en beauté avant les JO. Ah, c'est une super série que vous pouvez suivre sur le site de Q-Basket, n'hésitez pas à aller voir, c'est un gros travail que fait Tancred. Et c'est super, ça va nous permettre de vous proposer des profils différents d'articles, ce qu'on aime bien faire à chaque fois. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet. Tancred, est-ce que c'est un sujet fâcheux là, dont on va parler ? Est-ce qu'il faut être fâché ? Fâché, non, mais il y a une petite tension. Une petite tension. Il y a une petite goutte de sueur, il y a une envie de taper sur la table, mais voilà, on reste. Il y a une petite envie de s'agacer. Il y a une petite envie de s'agacer. Voilà. Une petite. On a accès aux archives de l'équipe de France, donc on va peut-être pas trop s'agacer, mais on va quand même parler en disant ce qu'on pense. Vous en avez l'habitude, on l'a fait durant les playoffs. L'idée, c'est que on va se faire un ping-pong avec Tancred pour vous dire à chaque fois les points qu'on a vus et les points qu'on veut discuter sur cette préparation qui est assez contrastée. L'équipe de France avait fait le choix d'aller sur des profils d'équipe qui étaient quand même assez forts, ça s'est ressenti. Malgré les 2 premières victoires initiales, derrière ça a été plus compliqué. Mais voilà, on va faire un ping-pong avec Tancred, ce qui nous permettra de faire le tour du sujet. Je te propose de commencer et de nous proposer ton premier sujet. Bah, tu l'as un peu amorcé. Alors, je vais aller à contresens. Je pense qu'on va être assez pessimiste par la suite, mais Okay. je vais commencer avec un peu d'optimisme, de me dire, bah, cette préparation avec des gros poissons, eh ben, c'était pas si mal. Voilà. Ça, c'est aussi ce que je me dis. Beaucoup s'en sont félicités de voir l'Allemagne championne du monde, le Canada, de voir la Serbie, de voir cette Australie qui, je ne sais pas si on l'oublie volontairement ou involontairement, mais l'Australie est quand même une énorme équipe de basket depuis de nombreuses années en FIBA internationale. Et moi, j'ai aimé. Bah ouais, on a perdu ces matchs, mais je pense que je préfère cette équipe de France qui a perdu ses matchs, même face à l'Australie, qui est peut-être l'équipe la plus faible de nos adversaires. Alors, il y avait les Turcs peut-être. Il y avait les Turcs au début, ouais, quand même. Je pense que je préfère cette équipe de France qui a pris quand même quelques petites taloches et qui va entrer dans ce tournoi en se disant « Ok, on sait ce qui nous attend ». Plutôt que ce que j'appelais une tournée des Beatles. Ce qu'on faisait dans les dernières compétitions où on affrontait nos amis, la gentille Tunisie, on allait faire le Monténégro parce que Nicolas Vucevic et Evan Fournier ont envie de se vanner dans les interviews post-match. Voilà, on leur mettait 30, 40 pions les uns après les autres, et puis on arrivait la fleur au fusil, et là, ça devenait assez dramatique. Donc, s'il y avait bien quelque chose à rectifier, effectivement, c'était cette préparation. Et voilà, là, moi, je sais que ces Jeux Olympiques, il va pas y avoir de match facile. On dit, on a l'air d'être dans le groupe le plus facile. Moi, je pense qu'aucun match ne sera facile. Il va falloir cravacher à chaque match.
même contre le Japon, même contre le Brésil, ça va être très 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 compliqué. Et je préfère cette équipe de France qui est consciente de la montagne qui est là devant elle, plutôt que ce qu'on a vu derrière. Cette critique, je la mettais aussi sur les filles qui ont fait encore une tournée où ils ont mis plus 50. Plus Ouais, là, 60 chez les filles, on était un peu plus effectivement face à l'opposition facile, ouais. C'est ça. Donc là, j'ai envie de prendre l'idée à revers, parce que oui, on va forcément s'inquiéter, on va en parler après, de se dire, 4 défaites, 2 victoires, c'est forcément préoccupant. Mais d'un autre côté, au moins, on sait ils vont arriver sur le parquet. C'est samedi le premier match? C'est samedi, ouais. Samedi 17h15. Samedi. Et ils vont arriver samedi 17h15 et je pense qu'ils vont devoir comprendre qu'on est très attendu. Ouais, c'est vrai qu'on peut commencer effectivement par cet élément un peu général d'appréciation globale de ce qui s'est passé. Effectivement, l'équipe de France avait besoin de rectifier cette tendance qu'elle avait à affronter des adversaires qui étaient relativement faibles, notamment l'année dernière où la préparation s'était très bien passée et ils avaient pris un peu un mur à l'arrivée du premier match. Peut-être que ce qu'on peut dire, il y a peut-être 2 éléments qu'on peut dire et puis après on ira dans le détail. Le premier, je sais pas si tu es d'accord, mais il y a quand même une progression. Dans les 6 matchs, quand tu prends, à partir du match 4 jusqu'au dernier match, tu es plutôt sur une phase d'ascension en termes de niveau de jeu. On reviendra dans le détail, probablement d'ailleurs parce que tu as appris à chaque match de ce qui n'allait pas. Et ce qui t'a permis d'enclencher une phase de progression. Le deuxième élément qu'on peut avoir tête, c'est que ces adversaires-là sont de meilleurs niveaux globalement, à part l'Allemagne, qu'on va retrouver dans le groupe, mais sont globalement de meilleurs niveaux que ce qu'on va avoir dans les poules. Oui. Ce qui doit te permettre d'avoir une forme d'équilibre qui se crée à ce niveau-là. La contrepartie, c'est que ton capital confiance, qui apparaissait quand même assez grand au début de la préparation, a été quand même fortement entaché. Énormément. Et je ne vais pas forcément le contester aussi, surtout quand on regarde les matchs. Moi, je reste extrêmement traumatisé des deux dernières compétitions. C'est mon exigence énorme sur ces Jeux Olympiques. C'est de juste comprendre les immenses erreurs qu'on a fait en 2022 et 2023 et de surtout pas répéter la chose. Parfois, sur certaines séquences, j'ai un peu des relents là. On va y revenir, à mon avis, ouais, effectivement. Là, mais oui, il y a effectivement ça. Après, voilà. Même l'Allemagne en soi, je dirais même, il y a quelque chose qui est presque salutaire. C'est la défaite contre l'Allemagne. Au lendemain du match à Cologne. Moi, j'étais à Cologne, du coup, j'étais allé voir le match là-bas. Là, on avait 18 500 Allemands. Silence complet. C'était... ils sont venus, champions du monde, c'est nous les boss, c'est nous les patrons, et ils ont pris 30 pions dans la face. Et le lendemain ou le surlendemain, je crois, match retour à Montpellier, les Allemands, ils reviennent. Et je crois qu'on n'avait pas Victor à ce match-là. Mais... On n'avait pas, alors pour rappel, on n'avait pas Victor sur le match retour, mais eux n'avaient pas les frères Wagner et Pataille sur le match aller. Et voilà, ma femme qui est allemande et qui s'appelle Wagner était extrêmement déçue de ne pas avoir les Wagner sur le terrain d'ailleurs. Mais c'était pas mal aussi de se dire on leur a mis une tôle, on se dit ça va être facile au match retour, même sans Victor. Non. Déjà sans Victor c'est plus compliqué, mais en plus ils reviennent et ils sont très très forts. Donc ça aussi c'est pas mal, parce que ça pour le coup c'est concret, parce que c'est une équipe qu'on va affronter en poule. On les affronte en troisième match, ouais, effectivement, vendredi prochain. Ce sera le match, ça risque d'être un match décisif dans un circuit où il y a des meilleurs troisièmes, où on ne sait pas, moi je faisais le tableau de la compétition, où on ne sait pas du tout qui on va avoir en quart. Et moi, j'en reparlerai plus tard, mais c'est les quarts de finale qui me font le plus peur. C'est des enseignements qui sont pas mal quand même. Et le match de l'Australie hier, je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je te propose qu'on rentre dans le détail, du coup, des différents éléments, après cette vue d'ensemble. Je te lance sur un premier sujet qui, je pense, est... Bon, c'est pas le plus gros sujet, parce qu'en réalité, il y en a pas mal, mais le premier sujet, pour moi, c'est tout ce qui tourne autour du backcourt. Notamment de la ligne arrière. Si on parle de backcourt, évidemment, c'est la ligne arrière, où il y a un nombre de problèmes
qui sont très importants. J'ai 4 sujets, donc j'ai même 5 sujets. Donc je te propose... Moi, j'ai 5 sujets aussi, et les 5, c'est les pertes de balles. Allez, eh ben, pas de problème, je te propose qu'on se lance sur le premier. Le premier sujet, et pour moi c'est le plus important, c'est ce putain de problème de montée de balle et de capacité à résister aux pressions tout terrain. C'était l'année dernière le principal sujet de préoccupation qu'on avait. On rappelle, lors de la Coupe du Monde l'année dernière, Nando De Colo était meneur de jeu, ça n'avait pas du tout marché. Il avait été en grande difficulté face aux presses tout terrain. On a pris cette année plus de meneurs de jeu pour compenser ce défaut structurel qu'on avait avec De Colo qui manquait de caisse. Donc on a pris Andrew Albici, on a pris Mathieu Strazel et on a pris Franklin Silikina pour sécuriser un peu cette montée de balle. On retrouve les mêmes difficultés qu'on avait l'année dernière, à savoir que lorsque la pression tout terrain est mise en place, on a d'énormes difficultés à monter la balle et on se retrouve comme première conséquence, alors les pertes de balles, mais presque devant les pertes de balles, on a un nombre incalculable de possessions qui démarrent quand il reste en réalité 12 ou 11 secondes. Et du coup, on a une vraie difficulté à mettre notre jeu en place. Je te propose de réagir sur ça, mais juste dans le détail. Franck, dont on va parler peut-être dans le détail, parce que moi j'ai besoin qu'on parle de Nitikina dans le détail. C'est extrêmement compliqué sur la montée de balle, voire il n'est pas capable de le faire. Andrew, qu'on a plus vu hier contre l'Australie, te permet d'avoir une montée de balle à peu près sécurisée, mais qui est quand même excessivement lente. Et Mathieu Strazel, si en face, on n'est pas face à des avions de chasse type Avramovic, comme on l'a vu contre la Serbie, ça va à peu près. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question, la montée de balle? Est-ce que toi aussi, tu l'as vu, ce problème? Je le vois, on le voit depuis le dernier mondial. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur De Colo l'an passé. Ça me sidérait d'ailleurs, en plus de voir De Colo souvent se mettre dans le coin pour démarrer la possession, d'attendre bêtement un écran de Rudy Gobert, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pick and roll, ou est-ce qu'on trouve un autre gars? Même là encore, d'ailleurs, contre l'Australie hier, c'était souvent ça. C'est-à-dire, allez, je vais me mettre dans le coin, je vais dribbler, je vais attendre que ça se passe. Hop là, je fais mon pick and roll et après je vais trouver quelqu'un sur le côté. De Colo, problème principal. De Colo est un génie du basket, mais c'est un génie du basket qui est en très très fin de carrière. Physiquement, et là aussi, hein, c'est un problème que je remettrai sur la table plusieurs fois. Physiquement, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je vais être même sévère parce que j'aime ce gars, j'aime ce gars de tout mon cœur, mais je l'aurais même pas sélectionné pour les JO parce que en face, ça va être très physique et ça se voit sur les remontées de balles, pas seulement sur tout terrain, pas seulement sur le jeu en transition, mais aussi une fois qu'on essaie de poser notre jeu, ils sont comme des chiens de garde. Ils sont en permanence sur des chiens de garde sur nos meneurs. Albici, en fait, la question va se poser au fur et à mesure qu'on va parler d'Albici, de Nilikina, de Strazel. Est-ce qu'on a vraiment ce meneur de métier? On n'en a pas. Évidemment, on sait tous à qui on pense quand on dit ça. À Thomas Hurtel. Ouais, mais pour moi le truc autour de Thomas Hurtel, enfin on y reviendra, ça va revenir à la sélection, mais pour moi c'est un arbre qui cache la forêt. Oui, on y revient après, je te laisse finir, on y revient après. Albici, pour moi, lui, au contraire, oui, il a sa place dans ce groupe, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est surtout utile sur les phases défensives. C'est pas quelqu'un qui va organiser le jeu comme un meneur titulaire, qui va avoir cet impact décisif sur l'organisation du jeu. Voilà, il a des qualités athlétiques qui lui permettent un peu de transpercer ses pressings tout terrain. Et Franck Nilikina, pareil. Pour moi, c'est plus un finisseur, c'est plus quelqu'un qui va être capable d'aller à l'arceau, qui va être capable de faire un shoot à 3 points, ce qu'il l'a fait, et il le fait très bien. Mais là, pareil, c'est pas quelqu'un qui va organiser le jeu. Alors, le Strazel que j'avoue, je l'ai découvert un peu avec cette... Moi, je suis l'Euroleague, mais je l'ai découvert un peu quand même avec cette préparation. J'ai été très, très agréablement surpris. C'est celui qui s'en sort le mieux des trois, hein, largement. C'est celui qui s'en sort le mieux. Mais après, tu vois... Et voilà, c'est peut-être pour revenir d'une manière générale, mais le simple fait que tous nos adversaires aient procédé à ce type de défense. La presse C'est-à-dire tout terrain. que tout le monde sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est là que ça va nous emmerder. Et mine de rien, j'ai pas le sentiment qu'on ait apporté la réponse à ce problème-là pour l'instant. Mais parce qu'on n'a pas forcément... Voilà, la personne qui permettrait de faire ça, et oui, on pourra reparler d'Hurtel, mais effectivement, le problème est bien plus grand que ça. Pour moi, sur cette question-là, montée de balle, le problème est double. Il y a effectivement un problème de personnel.
qui est évident. Oui. Effectivement, ils ont du mal à résister aux presses tout-terrain contre le Canada. C'était terrible, mais aussi parce qu'on a beaucoup fait jouer Franck, qui a vraiment un énorme souci. Mais pour moi, il y a un autre souci, c'est que, tu vois, on voit des équipes qui ont pas des avions de chasse qui arrivent à casser les presses tout-terrain, mais qui sont capables de la monter à 3. La presse. C'est ce qu'on a vu notamment des Serbes durant le match contre nous, parce que pour le coup, nous aussi, on est capable d'avoir une presse tout-terrain qui est intéressante, et les Serbes arrivaient à s'en sortir assez facilement en faisant en fait un jeu assez classique. C'est remise en jeu, tu mets un grand au milieu de terrain, le meneur de jeu donne la balle au grand qui est au milieu de terrain, et tu mets les deux petits sur les deux côtés, et puis tu sers celui qui a réussi à faire un premier écart, et tu arrives à monter la balle comme ça. Et ça, c'est du basic basket. Là, on est vraiment sur du cadet, quoi. Et ça, nous, on le fait pas. On s'obstine à monter la balle à une personne avec la pression qu'on subit. Et c'est quand même un vrai désavantage qu'on se cause de devoir démarrer toutes les possessions avec 13-14 secondes restantes. D'autant qu'on y reviendra après, mais on a des possessions qui sont on a des systèmes qui sont assez longs. Donc souvent, moi j'ai l'impression que tu vois, notre première attaque de défense, elle se situe quand il reste 8 secondes, quoi. Ce qui est, c'est complètement anachronique. C'est dingue. Ça fait 3 ans que c'est ça. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec toi, où le problème est très profond. C'est que ça fait 3 ans que c'est ça et que ça bouge pas. C'est ça. Et surtout, tu vois, sur les remontées de balles, truc basique où tu dis il faut un pivot au milieu, on a quand même des tours géantes à qui on peut faire une transmission sur les relais, sur les phases de transition. On va quand même pas me dire qu'on n'a pas un gars suffisamment grand pour lever les bras sur le rond central, pour aller demander la balle à son meneur, pour la lui remettre derrière. On va quand même pas me dire qu'on n'a pas des gars qui ont des capacités athlétiques de traverser le terrain, de faire des courses croisées. Enfin, là, pareil, j'invente rien. C'est des trucs qu'on a tous appris quand on était des cadets et que moi je fais encore le mercredi soir avec mon équipe amateur. C'est un truc basique et on le voit pas. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on espère en fait en persistant là-dedans, est-ce pouvoir ne pas faire ces ajustements-là. Au niveau tactique, je sais pas si on est. On peut pas être limité au niveau tactique quand même d'une manière générale. Sur les phases un peu plus lentes, moins de transition sur le jeu posé où effectivement on prend beaucoup trop notre temps. Là pareil, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que Nicolas Batum l'an passé, il avait dit dans une interview après le mondial où il disait de toute façon nos adversaires connaissent nos systèmes. Ah bah si en plus ils connaissent nos systèmes, alors déjà ce qui me paraît absolument normal, j'aimais bien qu'ils disent ça comme si c'était une surprise. Ils connaissent nos systèmes et en plus on met, on va prendre un tiers, 2 tiers de possession pour le faire. Ouais, on va prendre un mur. Et d'autant que tu vois, il dit que les systèmes. Alors on y reviendra après. Je veux bien qu'on y revienne après le jeu de mi-terrain parce que pour moi c'est un autre sujet. Mais d'autant que les systèmes de Vincent Collet sont des systèmes assez simples. En gros, le playbook de Vincent Collet est hérité de l'époque Tony Parker, où il a repris un grand nombre des systèmes des Spurs qui étaient parfaits pour Tony Parker et sur lequel il a construit son fond de jeu. Notamment avec un grand classique qui était très utilisé pour Manu Ginobili. Tu l'as décrit avec Nando De Colo. C'est l'arrière qui part du corner, qui va sous le panier, qui remonte sur un écran et qui récupère la balle en face du panier pour jouer un pic derrière. Ce système-là a comme principal intérêt de libérer l'arrière et de lui permettre de recevoir la balle 2 mètres derrière la ligne en étant complètement libéré de son défenseur. Ce système-là, qui est notre système de fond de jeu, enfin vraiment t'as une crête, c'est le même depuis 10 ans. Et on continue à le sortir. C'est incroyable. Ce qui est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est incroyable parce que la principale particularité du fait que ça a 10 ans, c'est pas que nos adversaires le connaissent. C'est que c'est du basket d'il y a 10 ans. Voire il y a 15 ans. Donc c'est du basket archaïque. Bon, on y reviendra dans le détail. Juste sur ce que tu disais sur la montée de balle, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je m'étais imaginé, je m'étais dit, un de nos gros soucis dernière, c'était la montée de balle. Vincent Collet va adapter les joueurs qu'il a. Et en plus, il a Wembanyama. T'as raison, il fait 2m20, l'envergure de dingue. Le relais au milieu de terrain qui représente pour la montée de balle est parfait. D'autant que tu pourrais te dire, je veux pas mettre mon grand sur la montée de balle parce qu'après sur la mise en place c'est long. Mais en plus, on a la chance d'avoir un grand immense qui est très mobile. Donc Wemby peut parfaitement faire le relais et se mettre en position assez rapidement. C'est ça. Mais étonnamment, il le fait pas. J'ai un peu du mal à l'expliquer. Je pense que c'est parce qu'il a peur de perdre trop de temps sur la mise en place. Mais au final, il en perd encore plus en procédant comme ça.
Donc, puis aussi parce que Victor a une fâcheuse tendance à, lorsqu'il reçoit la balle, à partir en dribble et que peut-être qu'il a pas trop envie de le voir faire ça. Sur une phase de transition, ce serait pas très malin. Ça peut étonner, ouais. Peut-être, t'as commencé à aborder des sujets pour continuer sur le backcourt. Il y a la question des profils. Tu as évoqué le spectre Thomas Hurtel. Pour moi, je trouve que c'est comment dirais-je ? Je trouve que c'est interdit de se cacher derrière Thomas Hurtel. Parce que si tu regardes toutes les équipes des JO dans leur préparation, elles ont toutes fait le choix de prendre un arrière ou deux qui ne sont pas des très forts défenseurs, mais qui sont des joueurs qui sont capables de jouer du pick and roll et de péter des défenses. Ok, Thomas Hurtel est capable de ça. Mais Thomas Hurtel n'est pas notre seul joueur qui est capable de ça. Il y en a deux qui sont à identifier très facilement. Nadir Ifi. Alors, Nadir, après, c'est pas trop un meneur, c'est plus un poste 2. Mais il y en a un deuxième qui a fait une super saison, c'est Sylvain Francisco. Enfin, qui a complètement ce profil de monter de balle et d'initier les pick and roll. Alors oui, il n'a pas une expérience en équipe de France qui est dingue. L'année dernière, quand on l'a pris, moi, j'ai trouvé que ça s'est pas si mal passé que ça pendant la Coupe du Monde. Évidemment, on a senti que tu peux pas gagner une Coupe du Monde avec Sylvain Francisco en meneur de jeu. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais enfin, il a 1 an d'Euroleague derrière en plus. Et tu le retestes même pas. Et tu le tentes même pas, tu vois. Moi, l'impression que j'ai, c'est que Vincent Collet a fait un bilan de l'été dernier en se disant on manque de montée de balle, on manque de création. La création, Wemby va nous l'apporter. La montée de balle, on va l'apporter en mettant plus de meneurs de jeu. Mais je trouve que c'est excessivement light, tu vois, comme état des lieux, qui est fait des problèmes qui étaient l'année dernière. Et donc, dans le choix de ces joueurs, c'est là où j'ai un vrai problème. Alors, évidemment, tout le monde parle de Nadir Ifi, mais j'ai un vrai problème qu'on soit la seule sélection à avoir fait ce choix de ne prendre que des défenseurs pour ne pas prendre d'attaquants, alors que Sylvain Francisco pouvait être ce profil-là. Je sais pas ce que tu en penses. Et Francisco, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait été envoyé au charbon, mais vraiment. Parce que c'est lui qui a le shoot. C'est Francisco qui a le shoot contre la Lettonie. Tout à fait. Alors, honnêtement, c'est tout à son honneur. Hein. Il l'a raté. C'est pas grave ça. Il peut rater ce shoot. La première question que je me suis dit, c'est pourquoi c'est à lui de le prendre? Pourquoi c'est lui? Alors après, il le met, c'est le héros, on s'en sort tous. Bon, ce serait fait poutrer au deuxième tour, très certainement. Mais pourquoi lui? Pourquoi Collet l'a envoyé lui? Parce que finalement, en mode, j'ai plus personne, ça marche pas, De Colo est cramé, bon vas-y Sylvain. Qui avait fait une préparation vraiment sympa l'an passé, qui a fait une préparation tout à fait honorable, très mise en valeur, effectivement. Un peu de la nouveauté, un petit vent de fraîcheur. Ce qui est aussi ce que cette équipe de France a besoin d'avoir. Elle avait besoin d'avoir ça l'an passé, elle en a besoin aujourd'hui, elle en aura besoin demain. Et oui, effectivement, en plus, il est dans les matchs de préparation, il est dans les différents matchs de qualification, on le retrouve parce qu'il fait partie du vivier Team France. Et ça fait plaisir. Et il n'a jamais été forcément pas mis en valeur, je dirais. Peut-être encore un peu léger, on va dire, sur le plan du physique, de la masse musculaire, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas. Non, mais c'est un joueur qui a des compromis. compromis. C'est un problème en soi. Je sais même pas si c'est un problème en soi. Oui, voilà, puis il a des compromis, mais aujourd'hui, on n'est pas une nation sur les postes arrière et les postes extérieurs. On a des joueurs qui n'offrent pas de compromis. Il offre ce compromis-là, mais d'autres en offrent d'autres. Donc voilà, après, c'est tes choix, quoi, tu vois. Tout à fait. Et le simple fait que Francisco se retrouve à avoir autant de responsabilités sitôt qu'il était sur le terrain l'an passé, ça montrait aussi le manque de solutions qu'on pouvait avoir ailleurs. Mais t'as l'impression... Francisco, il a assumé ça. Il a assumé ça jusqu'au bout et ça, c'est bien. Quand tu évoques ça, tu dis ça parce que tu as la sensation que c'est une forme de... Pas de punition, mais de bilan qui est fait de l'année dernière par Collet où il s'est dit l'année dernière c'était insuffisant donc je le reprends pas cette année. C'est ça que tu sens? C'était un léger ressenti. Je ne vais pas dire que c'est la réalité, mais moi j'ai juste eu l'impression moi j'avais regardé, voilà, j'avais subi ces matchs les uns après les autres comme tout le monde, mais ce sentiment d'être envoyé au charbon, mais sans réfléchir. Il n'est pas le seul, hein. Okobo m'avait laissé cette impression aussi. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai pas de grief contre le fait qu'il ait pas pris Okobo. Okobo sort de 2 campagnes très mauvaises. Ça m'a pas choqué. C'est ça, ouais. Et il y avait peut-être quelque chose de, voilà, Francisco, c'était quelqu'un, effectivement, comme tu le dis, qui méritait un petit peu qu'on lui laisse un peu plus de temps, qu'on lui offre un peu plus d'opportunités de se montrer.
Et bon, voilà, après, c'est le choix du sélectionneur. Il n'y a que 12 joueurs. Si tu veux du profil 100% défensif, vas-y. Ça a montré déjà ses limites. Ça, c'est le problème. Mais effectivement, voilà, ça me fait du bien que tu parles de Francisco parce que effectivement, j'ai un peu ce petit sentiment amer de ce qu'on lui a, de comment il a été traité l'an passé et finalement d'avoir un peu disparu des radars pour l'instant. Sur Je le pense qu'il reviendra. Je sur, pense qu'il reviendra. sur le bas court, avec les gars présents, il y a pour moi il reste 3 sujets importants. Là, on va ouvrir peut-être un dossier vraiment fâcheux, mais tant qu'à faire, allons-y maintenant. C'est le dossier Franck Ntilikina. Ouais. Alors, pour rappel, Franck Ntilikina n'a quasiment pas joué depuis 2 ans. C'était le même cas pour Théo Malédon et pour Kylian Hayes. On sait que il est très apprécié par Vincent Collet, il est très apprécié globalement par le groupe France et il est intégré dans le groupe France depuis longtemps. Vincent Collet a choisi de le prendre en meneur de jeu. C'est compliqué parce que moi j'aime beaucoup Franck de base, mais là c'est extrêmement difficile. Il est en grande difficulté. La problématique de Franck aujourd'hui, c'est qu'il est clairement en manque de rythme et il n'arrive pas à monter la balle. Il arrive vraiment pas à monter la balle et on voit des choses dans sa montée de balle qui sont vraiment inquiétantes. Premier élément, effectivement, face aux très bonnes presses, il perd le ballon. Il perd beaucoup de ballons. Il a du mal à mettre la balle en jeu. Deuxième élément, et qui pour moi, alors là, traduit vraiment un joueur qui n'est pas, qui est à l'ouest, c'est tu sais quand il a des grosses presses tout terrain, il est pris dans son élan. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à poser. C'est-à-dire que s'il la passe, il n'arrive pas à poser, il va directement au panier. Et souvent, ça se termine assez mal. Ce qui est typiquement ce qu'on voit chez des joueurs qui n'ont plus l'habitude de jouer meneur de jeu. Et c'est un peu le cas de Franck, qui, je le rappelle, depuis 2 ans, voire 3 ans, ne joue plus meneur de jeu. Franck, c'est devenu un arrière ailier. Quand sa dernière saison où il joue beaucoup, c'est à Dallas. À Dallas, il a un vrai rôle de free and D. Il n'est pas du tout dans la montée de balle, pas du tout dans la création. Et on a choisi de le récupérer comme un meneur de jeu. Et alors, le bilan est catastrophique. En plus, moi, j'étais excessivement surpris qu'il soit titulaire contre l'Australie après la catastrophe qu'il a sortie contre le Canada. Oui. Contre l'Australie, il le fait démarrer. On le revoit plus, car temps 2 et 3, j'ai trouvé ça logique parce que son début de match est catastrophique. On le voit pour terminer le match en meneur de jeu. Très étonnant. Alors, même s'il a mis un 3 points, ça fait pas tout. Qu'est-ce que tu penses de cette utilisation de Franck ? Pour moi, je suis presque même dans l'inexplicable. Pour moi, c'est du délire complet ce qui se passe autour de Franck là. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce fait que, en fait, Ntilikina, il a marqué meneur de jeu sur le papier, mais c'en est pas un. Et en NBA, il a jamais été utilisé comme ça. Je me rappelle du Mondial 2019 où il explose un peu. C'était pas sur ses qualités de meneur qu'il explose, c'est sur ses qualités de finisseur et de défenseur. Et ça, c'est très bien. Comme au JO. Ce sont d'excellentes qualités. Comme au JO. Moi, je prends ça au JO pareil. Et à aucun moment, après, voilà, je suis pas un entraîneur pro, mais à aucun moment, je vais utiliser Ntilikina pour faire de la remontée de balle. Genre, d'une manière technique, d'appeler un système, c'est pas Franck Ntilikina qui va faire ça, alors qu'il a de meilleures qualités en tant que finisseur. En tant que voilà, défenseur de périmètre, c'est beaucoup plus intéressant. Et oui, non, mettre Franck Ntilikina, on a l'impression qu'il arrive parce que du coup, Collet trouve que Strazel, c'est pas suffisant et que De Colo se fait encore bouffer physiquement. Ce qui va arriver, ce qui va se reproduire encore. Et du coup, je vais mettre Franck Ntilikina qui a plus d'amplitude, qui a plus d'athlétisme. Soit, mais c'est pas à lui que tu vas demander de faire une petite remontée de balle bien technique, savoir dribbler, savoir dégager un mec qui a un centre de gravité beaucoup plus bas que lui, qui va venir lui flipper les ballons, qui va venir aller le faire une défense de clébard sur des remontées de balle et essayer de lui faire passer la ligne médiane. Ouais, c'est pas Francky, c'est pas à Francky que je vais donner ça. Si c'est pour avoir la balle au périmètre, voilà, se démarquer. Ouais. Mais, okay. mais même défensivement, moi je le trouve en difficulté. Je l'ai pas vu briller particulièrement dans ce secteur-là. Et effectivement, comme tu le dis, il y a un manque de rythme. Mais ça, tout le back court, on va dire toutes les grosses figures du back court, c'est-à-dire Ntilikina, De Colo, Fournier, niveau rythme, c'est chaud là. On a 3 joueurs qui sont qui existent heureusement parce qu'il y a l'équipe de France, quoi. Moi, là-dessus, je suis un peu moins dur que toi. Moi, je trouve que sur Nando, il y a quand même une montée en puissance sur la préparation.
et et tu sens qu'il se connaît quand même. Parce que moi, j'ai trouvé que le match contre l'Australie était nettement son meilleur match. Sa première mi-temps, notamment, est assez bonne. On a enfin vu la connexion que moi j'attendais depuis un moment avec Mathias Le Sort sur le pick and roll, qui me paraît être une connexion évidente en sortie de banc et qu'on avait très peu vu jusque-là. Sans surprise, ça a été sorti lors de ce dernier match et je pense qu'on va la voir un peu plus durant les JO. C'est une connexion qui fonctionne et je le trouve sur une montée en puissance. Sur Evan, moi je suis assez inquiet parce que Evan il a joué lors des 3 derniers mois. On l'oublie, mais à Détroit, il jouait. Enfin, tu vois, il a eu son temps de jeu, il n'a pas été très bon, mais c'est pas comme l'année dernière, où l'année dernière, il arrive vraiment après un an où il n'a pas joué. Là, Evan, sur les 3 derniers mois, tu vois, il a du temps de jeu. Et effectivement, moi, je pense qu'on voit la meilleure version d'Evan Fournier en 2024. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de marge sur Evan et qu'il n'est pas capable de mieux. Ce que je trouve intéressant, c'est que son agressivité et son rythme procure des bonnes choses. On reviendra après sur notre style de jeu, mais par contre, il y a un problème d'efficacité qui traîne chez Evan depuis 2 ans, qui est énorme. Tu vois, il joue 30 matchs avec des 3 lors des 2 derniers mois de compétition avec 20 minutes de temps de jeu moyen. Tu vois, il a joué. C'est pas si mal. Il a joué. On l'a un peu oublié parce que Détroit est dans les fonds de la ligue, donc on n'y prête pas forcément attention. Exactement. Mais effectivement, tant mieux d'ailleurs en tant que supporter des Knicks, c'est vrai que voir tous ces DNP là, moi je comprenais pas. C'est même la première fois de ma vie que j'ai vu un entraîneur, que c'est coach Tibb, qui a dit non mais c'est très bien qu'il soit sur le banc en fait. Genre, on gagne parce qu'il est sur le banc. Bon, écoute, si tu le dis, coach, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, nous on a besoin d'un peu plus que ça, voilà, pour l'équipe de France. Bon, après, on connaît les rotations de Thibodeau, mais voilà, il y a ce manque de rythme. Ça se voit. Un manque de confiance. Il se voit beaucoup plus. C'est le manque de confiance. Ouais. Et Fournier parfois me fait aussi penser à Batum, pas maintenant. Aujourd'hui, Batum, mentalement, c'est plutôt bon. Mais Batum, notamment l'Euro 2013, où il fait une crise de confiance, mais de malade, où il est tellement mal dans sa peau, ça se finit bien. Mais Fournier, j'ai l'impression que c'est un peu la même longueur d'onde. Si les choses sont compliquées, il va quand même essayer. Parce que je le vois, il investit sur les rotations, il investit dans les systèmes, il se retrouve toujours sur ses petites positions favorites à mi-distance. Défensivement, je le trouve plutôt, il fait les minima, tu vois, il est jouable. Il a du bon. Ouais, ce qui est pas le cas tous les ans. Là, cette année, je trouve qu'il est pas, c'est pas une encre défensive qui fait que tu pourrais pas le faire jouer. Je trouve que défensivement, il fait ce qu'il a à faire. Mais le problème reste, voilà, c'est ce que je vais regarder le plus pendant les matchs, c'est que l'impact physique, quoi, le physique de nos adversaires, ça va être très compliqué à gérer. On se tape le Canada en quart de finale. Ok, c'est bon courage, les gars. Oui, non, mais c'est sûr, c'est fini. Après, si on perd contre le Canada, ma foi, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est entendable. Moi, je trouve que pour finir sur ce truc du backcourt, peut-être que tu as d'autres joueurs dont tu as envie de parler, mais voilà, je trouve que les 2 motifs d'espoir, il y a quelques motifs d'espoir sur le backcourt. Je tendance à penser qu'on a vu beaucoup de Franck sur la fin de la prépa parce que je pense que Collet voulait des certitudes sur Tilikina et lui a donné du temps de jeu pour voir s'il les avait. Moi, je pense qu'on va y aller avec Strazel titulaire contre le Brésil. Je pense. C'est une excellente surprise, Strazel, qui a pas beaucoup joué avant, quand même, avec les Bleus. Oui, et puis ça reste light, ça reste très léger. Ouais. Ça reste léger, mais au moins, quand il est sur le terrain, c'est fonctionnel, tu vois. Et je serais pas surpris qu'on ait du 22-23 minutes de Strazel et qu'on ait même Andrew qui joue plus que Franck. J'ai juste été inquiété par le fait qu'hier, ils le remettent en fin de match. Enfin, je me suis dit, oula, très étonnant. Donc, je trouve que deux colos en fin de match aussi sur la dernière possession. Ah bah non, mais ce qui est hallucinant, on peut y revenir rapidement. Je sais pas s'il faut y revenir, mais c'est quand même hallucinant de te faire un backcourt full défensif pour sortir 2 colos sur ta dernière action défensive. Enfin, c'est du délire. Alors là, pour le résultat qu'on voit, avec une... il est juste allé dans la raquette, il a demandé la balle, et puis voilà. Non, mais Tancred, on est quand même d'accord, c'est du délire complet. C'est-à-dire que tu fais une sélection en disant, sur mon backcourt, je ne mets que des défenseurs pour pouvoir mettre une grosse pression tout terrain et être solide en défense. Ton dernier play sur un play de la victoire pour l'équipe adverse, tu mets 2 colos sur le terrain.
Enfin, c'est là que tu vois qu'il est un peu paumé quand même, moi je trouve. C'est là que tu vois, et de la même façon, de l'autre côté, sur le dernier play offensif, il met Franck. Hein. C'est un peu inquiétant. Mais je trouve voilà, qu'il y a ce truc avec Strazel qui me rassure un peu. Je trouve qu'Evan, dans les choix et dans le rythme, est de mieux en mieux. Je sais pas s'il est capable de plus, mais au moins, je trouve qu'il est dans la bonne direction. Donc ça m'encourage un peu. Et je me dis peut-être, tu vois, Brésil-Japon, il peut prendre un peu de confiance. Et De Colo fait un bon dernier match contre l'Australie. Et il y a une connexion avec Mathias Le Sort à trouver. Enfin, tu vois, il y a une forme de montée en puissance du backcourt avec comme perspective, non pas que notre backcourt soit impactant, mais que notre backcourt fasse les minima attendus sur demi-terrain offensivement, tu vois. Tout à fait. Donc moi, je le sens comme ça sur ce sujet du backcourt. Je pense qu'on a fait un bon tour. On peut peut-être passer à un deuxième sujet et je te laisse la main. Alors... J'en ai plein, hein, si t'en as pas. Je vais me permettre de faire du cherry picking. Allez, c'est parti. Bon, je vais sortir ça. Allez, c'est parti. Attention. Je t'écoute. Ouh, le fantôme de Rio. Oh là. Moi, j'ai peur de ça. C'est-à-dire? Moi, je suis allé là, je suis membre de la commission patrimoine de la FFBB. J'ai eu l'occasion d'en parler et moi, j'étais surpris de voir que le côté non, offrons un baroud d'honneur à nos gars, eh bah, il est fort. Hein. Et le fantôme de Rio, voilà, de Alors, voir. Pour rappel, hein, ouais. pour nos auditeurs, à Rio, ce qui avait été reproché à l'équipe de France, c'est que les Jeux Olympiques de Rio avaient été utilisés un peu comme une espèce de récompense pour une génération qui était sur la fin, en l'occurrence la génération Parker, et qu'ils y sont allés sans grand objectif, mais plutôt pour faire plaisir à une génération qui avait beaucoup donné au basket français. C'est ça, hein. Et là, tout à fait. Et la question aussi qui est derrière ce que je dis, c'est quoi notre objectif pour ces JO là, concrètement? Et moi, c'est ce que j'ai essayé de dire dans les diverses discussions que j'ai eues à la Fédé, mes discussions de fans random comme ça, c'est est-ce qu'on veut gagner? Parce que si on veut gagner, c'était pas forcément cette équipe que je prenais. Est-ce qu'on veut une petite médaille et puis s'en va, youpi, on est content? Ou est-ce qu'on veut vraiment, allez, oh là là, rendons hommage à ceux qui nous ont correctement servi pendant de nombreuses années, dans ce qui reste quand même la meilleure décennie de l'histoire du basket français. Là, elle est à la fois derrière nous et on est en plein dedans et elle est peut-être devant nous aussi. On est dans cet âge d'or du basket français et voilà, il y a quand même une génération de gars qui est plutôt, qui va plutôt prendre la sortie, surtout que ça fait quand même 2 doublés d'Eurobasket chez les jeunes, hein. Chez les filles, chez les garçons, hein. 2 doublés d'Eurobasket chez les jeunes en équipe de France. Donc on va pas me dire qu'il n'y a pas de jeunes, qu'il n'y a pas de vivier derrière pour prendre le relais. Mais voilà, moi j'ai peur de ça parce que en soi, j'ai pas entendu où que ce soit dans la presse. Évidemment, on peut pas lire tout le temps partout. Moi, j'ai pas entendu c'est quoi l'objectif des jeux. C'est de les gagner? Alors, Ou est-ce qu'on veut juste une médaille? En 2016, on avait dit on veut la médaille. Mais on l'a pas eu. juste pour rappel, hein, l'équipe de France, pourquoi tu dis ça? Parce que l'équipe de France vient d'être championne U20, championne d'Europe U20, sachant que dans cette catégorie d'âge, on avait normalement Koulibaly, Wembanyama, Rizaché, Sarr, Saloun. Et il m'en manque un. Ah bah il me manque celui qui a été drafté par les Knicks, Lely qui a été drafté par les Knicks. Donc en gros il manque presque les 6 meilleurs joueurs de la génération et on a quand même été champion U20. Et c'est ça. Et je pense que c'est une génération de joueurs qui battent les Espagnols, qui regardent les Américains dans les yeux. C'est pas grave si vous n'avez pas suivi ces compétitions, c'est des petites compétitions d'été, vous pouvez les regarder sur YouTube, c'est assez sympa. Mais enfin, ça carbure les gars, hein. On en est à 10 tournois depuis 1 an et demi, 2 ans, 10 Final Four. Oui, non, mais c'est On est sûr à que c'est 4 monstrueux. médailles d'or. Enfin, les gars, ça commence à devenir extrêmement sérieux.
Et Sans bah, moi, Aginsa cette et Dadi, génération, voilà, les deux derniers qui me sans manquaient, rien, voilà. c'était Melvin Aginsa Et et moi, Dadi. voilà, quand je viens un vivier comme ça, ben mine de rien, oui, je peux quand même en lancer un dans un Eurobasket ou Alors là, je suis moins dans une d'accord Coupe avec du toi. Monde. L'an passé, je regarde l'an passé les Espagnols qui n'ont pas fait le meilleur tournoi de leur vie, mais qui n'ont pas hésité à lancer des gamins de 19 ans, quoi. Et là, je fais pourquoi on fait pas ça? Parce que Collet l'an passé, et on l'a pas critiqué pour ça. On l'a pas forcément critiqué pour ça. Il a misé sur l'expérience. C'est pas un mauvais choix. Mais après, moi, je vois un vivier comme ça, je fais. Bah là, c'est trop tard, tu vois, pour les lancer dans les JO. Il aurait fallu les lancer l'an passé et voir s'ils pouvaient être aptes à faire plus là, quoi. Moi, je suis moins en doute que toi. Je suis assez convaincu du fait que Vincent Collet a pris ce qu'il estime être la meilleure sélection possible. Je pense Mm. que l'année dernière, il a acté qu'on n'était pas capable d'être fort sur la montée de balle et sur le pick and roll, et du coup, il a voulu compenser en étant lui aussi très fort sur la pression tout terrain. Et que c'est Mm. pour ça qu'il a fait cette sélection-là. Il y a quand même deux jeunes dans l'équipe qui sont voués à avoir un rôle important pendant C'est la vrai, compétition. c'est vrai. C'est Wembanyama et Koulibaly, et c'est pas simple d'en mettre beaucoup plus quand même. Faut quand même le dire. Je pense C'est que de la bonne qualité, hein, là, et c'est de la bonne qualité. Je pense qu'il est un peu coincé par le fait que structurellement, il est dans un entre-deux générationnel. Et qu'en fait, le vrai problème de cette compétition, c'est qu'elle est en France. Si elle n'était pas en France, je pense qu'on se poserait moins la question en fait. On serait plutôt dans une phase, tu vois, de construction pour ce qui va arriver l'année prochaine et dans 2 ans et pour les prochains JO. Mais comme c'est en France, t'es Après, obligé. si elle n'était pas en France, on serait pas qualifié. Mais Déjà, effectivement. déjà. Déjà, et si elle n'était pas en France, je pense que Vincent Collet aurait été démis de ses fonctions l'année dernière et qu'on aura un nouveau coach cette année. Mais je pense qu'ils n'ont pas voulu repartir à zéro à 1 an. Mais je suis assez convaincu qu'ils ont envie d'avoir la meilleure équipe possible. Dans ce qu'ils avaient annoncé, pendant longtemps, ils avaient annoncé viser l'or. À partir du moment où l'équipe de Team USA a été annoncée, ils ont plutôt dit la médaille. Et je pense que là, ils sont confrontés à la réalité de leur niveau. Comme tu le dis, normalement, on ne devrait même pas être qualifié. Donc dans les sélections européennes, on est en fait assez en dessous de ceux qui sont qualifiés automatiquement. Et donc c'est compliqué avec cette préparation d'annoncer beaucoup, tu vois. Ils annoncent toujours la médaille, sauf qu'ils sont un peu plus à demi-mot. L'an passé, j'ai écrit un article sur QI Basket qui n'est pas sorti. Je l'avais écrit, c'était un truc à chaud. Et c'était peut-être un peu trop à chaud, alors finalement j'ai laissé tomber. Et le titre c'était Un été manqué, mais pas celui que vous pensez. Ok. Ou en gros de me dire, ben en fait là, les gars, avec la catastrophe de ce mondial qu'on a raté, j'y reviendrai aussi, ce sera un des autres sujets que je voudrais bien mettre sur la table. Tout ce qu'on a encore resté en termes de méthode, en termes voilà, pas que sur le parquet, mais même en dehors, sur les choix qu'on fait, sur les joueurs, sur la manière de jouer. En fait, on vient peut-être de se cramer les JO sans le savoir. Dès l'année dernière, ouais. Ok. Voilà, dès l'année dernière, on s'est un peu cramé les JO parce que mine de rien, tu vois, tu dis, il y a beaucoup d'équipes qui sont très fortes, mais quand je fais le bilan du mondial, je regarde qui est qualifié pour les JO, je fais putain, on va être 12 équipes, il y en a 10 qui sont meilleures que nous, actuellement. Je peux pas dire qu'on est meilleur que l'Espagne, je peux pas dire qu'on est meilleur que l'Allemagne, je peux pas dire qu'on est meilleur que les Américains, bon, merci Sherlock, je peux pas dire qu'on est forcément meilleur que les Australiens, voilà. Est-ce qu'on est meilleur que les Serbes, hein? Non, Je sais pas. non, clairement pas. Bah non, Alors, clairement pas. Pas de doute. Hein. Voilà, Ils sont vice-champions du monde sans Jokic, on les a joués, ils nous ont tués. C'est ça. Et est-ce que et là le truc c'est de me dire bah ok, il n'y a pas vraiment de renouvellement générationnel. Mais tu sais, moi hormis Victor, donc l'an prochain on vient avec les mêmes. Tu sais, moi je suis pas sûr qu'on soit meilleur que les Soudanais. Hein. Et je dis pas ça parce oui, que. Alors oui. Oui, tout à fait. Et le Sud-Soudan, d'autant plus que le Sud-Soudan, je les ai suivis, parce que moi j'aime beaucoup suivre toutes les qualifications, j'aime bien ce côté chemin dans la durée, de regarder vraiment ce que tout le monde fait. Le Sud-Soudan, mais même un an et demi avant le mondial, je vois le machin, je fais, mais c'est vachement fort ce truc. Ça va être super rigolo de les voir. Peut-être qu'ils vont se planter, je sais pas. Pourquoi je dis que je pense qu'on n'est pas meilleur qu'eux? On a des plus gros talents, mais ils sont beaucoup plus équilibrés que nous. C'est-à-dire qu'ils ont aussi ce côté très grand, très long et très athlétique à l'intérieur. Alors, il manque vraiment de qualité sur les ailes, mais nous, on n'est pas non plus si fort que ça sur les ailes. Et eux, pour le coup, ils ont 2 punchers sur les postes arrière qui leur permettent de créer.
et donc d'apporter un minimum d'attaque. Alors après, ils sont très brouillons par certaines séquences, mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment meilleur que les Soudanais, et je dis pas ça parce qu'ils ont perdu d'un point contre les Américains. Hein. Je pense que c'est plus structurel que ça. C'est que nous, on a un problème de déséquilibre énorme, et qu'être une top équipe en 2024 sans avoir de créateur sur les lignes extérieures, c'est un boulet que tu te traînes énorme. Énorme. Et vraiment, moi aussi, je vais insister sur le Sud-Soudan. Hein. Si jamais peut-être que vous allez découvrir cette équipe avec les Jeux Olympiques, ne les regardez pas de haut. Hein. Ils sont brouillons. Maintenant, ils sont extrêmement athlétiques. Il n'y a pas un gars qui sort au-dessus de l'autre. C'est un vrai collectif, et c'est une équipe qui est dans une trajectoire. Et peut-être qu'elle va manquer d'expérience dans ce tournoi. C'est possible. C'est un peu ce qu'on attend, mais voilà, même de les voir sortir à un meilleur troisième, une position de meilleur troisième quelque part, non, je vais pas tomber de ma chaise. Ouais. Ok, je te propose qu'on repasse à un sujet sur le jeu. Vas-y. Moi, j'ai un sujet sur. Alors, est-ce que je passe sur le rôle des intérieurs? Non, je vais passer parce que c'est dans le prolongement du backcourt. J'ai un sujet sur le rythme de jeu qu'on a. Oui. Vincent Collet est un coach qui est fan du contrôle. C'est vraiment un coach qui aime le contrôle, il aime contrôler le tempo, il aime imposer son tempo. Il le dit tout le temps, c'est imposer la dimension physique. Et pour faire ça, ça impose d'avoir une défense qui est solide, et derrière de calmer un peu le jeu. Et pour moi, c'est une erreur structurelle qu'on fait, parce que je suis assez convaincu, et d'ailleurs le Soudan est un très bon exemple de ça, je suis assez convaincu qu'on pourrait compenser notre déficit structurel de mi-terrain en jouant plus vite et en prenant plus de risques dans les débuts de possession. Or, on fait le choix de jouer très doucement, et c'est problématique. Concrètement, ça se traduirait comment? Ça se traduirait par plus de shoot en première intention. Ça se traduirait par un peu moins de recherche du shoot complètement ouvert et accepter de prendre quelques tirs contestés sur des sorties d'écran rapides. Et ça se traduirait aussi par le fait qu'on ait moins de systèmes longs, parce que ça pour moi c'est une des marques de fabrique de Vincent Collet, c'est que ses systèmes sont très longs. Oui. Il a peu de systèmes en 2 passes et beaucoup de systèmes en 4, 5, 6 passes. Et en fait tu te retrouves à attaquer très très tard les actions. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi il y a un... Et on l'a vu d'ailleurs dans la première mi-temps contre le Canada et contre l'Australie, où on a su jouer avec plus de rythme, plus de vitesse et finalement plus de prise de risque, quitte à perdre un peu de contrôle et du coup à concéder un peu à nos adversaires une partie du contrôle, mais au moins tu arrives à générer un peu d'attaque. Qu'est-ce que tu en penses? Après, ça rejoint cette réflexion que j'ai sur le côté athlétique, sur le côté athlétique de nos adversaires. Est-ce que Collet veut casser le rythme en attaque parce que ça lui permet d'avoir une défense un peu moins fatiguée, plus apte à faire face aux possessions adverses? Moi, voilà, vraiment, je suis d'accord avec toi sur ce côté, sur les possessions. Je trouve que c'est affreusement long de trouver le shoot parfait que de feu sur tronc on ne trouve pas. En plus, il y a aussi tout cet impact qu'à l'arrivée de Victor Wembanyama là-dedans. Hein. Faut pas se voiler la face aussi. Mais enfin, Victor, c'est un joueur NBA. Hein. Les joueurs NBA, le jeu NBA, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc, il sait jouer dans ce jeu beaucoup plus rapide. Mais lui, il a, par son physique hors norme et son immense talent, il a un peu cette capacité à prendre des décisions un peu différentes. C'est vrai. Moi, je l'ai vu à plusieurs moments où il se dit, à un moment où justement où j'attendais une extra passe, où j'attendais un mouvement supplémentaire, bah ouais, mais moi je suis Victor Wembanyama et mon mec il est 25 mètres en dessous de moi, bah écoute, hein, je vais faire ficelle. Et ça apporte un peu cette petite rupture qu'on attend de temps en temps. Enfin, franchement, contre l'Allemagne à Cologne, c'est ce que j'ai vu, c'est ah ça y est. Le premier truc que je me suis fait à Cologne, mais le match à Cologne est un peu à part, on va dire. J'étais là, en train de regarder en me disant putain, ça y est, il se passe un truc. Je pense qu'on a tous été assez enthousiasmés par ça. Oh là là, il y a de la transmission de balles, ça y est, ça se trouve, ça shoot, première intention, ça va vite, ça court, super, ça va au panier. Voilà, moi je suis quelqu'un qui adore le jeu au poste bas, alors voir Mathias Le Sort envoyer des nions dans la tronche de n'importe qui se trouve dans la raquette, c'est vraiment... ça me fait du bien. Et ça aussi d'ailleurs, hein, faut qu'on en reparle, hein, le jeu à l'intérieur. Ça fait partie de mes sujets. Voilà, bon, on y reviendra juste après alors. Mais ouais, enfin c'est le problème, on l'a évoqué, c'est ces possessions longues avec ce temps long, mais qui laisse tout le loisir à une défense de se mettre en place. Et
Si en plus, face à des adversaires qui savent déjà ce qu'on va faire avant, comment tu veux créer ton shoot ouvert là-dessus? Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, on parle souvent de ça avec Jérém. Tu vois, tu sais, les gens aiment beaucoup les beaux systèmes. Mais souvent, les beaux systèmes sont quand même, notamment à 3 points, sont souvent des systèmes un peu longs qui finissent par un tir à 3 points plus ou moins contesté. Et pour moi, la marque de fabrique du basket moderne, c'est que tu as des porteurs de balles qui sont tellement forts que tu n'as pas besoin de faire des choses complexes pour arriver à des tirs ouverts. Et ça, on n'y arrive pas du tout parce que sur demi-terrain, on n'est pas capable de ça. On parle beaucoup du manque, on entend beaucoup notamment sur l'équipe 21, le fait que l'équipe de France ne se passe pas assez la balle. Pour moi, c'est pas du tout qu'ils se passent pas assez la balle. Hein. Pour moi, ils se la passent la balle. Le vrai problème, c'est qu'ils ne font pas le premier écart qui crée une aide, qui permet de faire la première passe, qui fait un premier écart et ensuite ça enchaîne. Quand on arrive à le faire, ce premier écart, on a un jeu qui, pour le coup, génère beaucoup d'extra passes. Mais c'est ce premier écart qu'on n'arrive pas à faire. Et pour moi, il faudrait le compenser. Alors, sur le pick and roll, on peut pas, mais par plus de jeux en première intention. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que notre jeu, il commence sur un pick and roll. C'est pas le mouvement hors ballon, tu vois. J'ai l'impression que t'as 3 gars. Déjà, notre jeu, il commence à l'arrêt. Commence à l'arrêt. On a 3 gars à l'arrêt, on a un porteur d'un écran et on a celui qui va prendre l'écran. Et après, peut-être il passe un truc. Ouais. Mais voilà. J'ai l'impression que tu as 3 gars qui sont là, qui attendent que ça se passe. Et je pense qu'une des causes importantes de ce jeu ralenti, on entend énormément Collet dans les huddles ou dans les interviews dire qu'il faut mettre la balle à l'intérieur. Et moi, j'en peux plus de ça en fait. Je trouve qu'on est trop dans cette recherche de mettre la balle à l'intérieur. Parce que ça veut dire quoi de mettre la balle à l'intérieur? Mettre la balle à l'intérieur, ça veut dire profiter de ton avantage de taille. Avantage de taille, on l'a. Le seul premier problème qu'on a, c'est qu'on met beaucoup de temps à se mettre en place et à faire le premier écart. Donc généralement, les défenseurs adverses ont de quoi bumper nos intérieurs pour les éloigner. C'est ce qu'on voit énormément avec Wemby qui se retrouve souvent assez loin du secteur intérieur. L'autre problématique, c'est que pour rechercher l'intérieur, il faut jouer doucement, il faut jouer lentement. Et en fait, pour moi, tu ne peux pas générer beaucoup de points et beaucoup d'attaques en jouant comme ça. En fait, c'est la façon dont on jouait. C'est ça que je te parlais tout à l'heure des systèmes Spurs. C'est la façon dont on jouait il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, dans les équipes modernes, plus personne ne joue comme ça. Plus personne ne joue comme ça. Tout le monde joue avec de la vitesse. Et on manque de cette vitesse. Mais aussi parce qu'on veut absolument chercher à l'intérieur. Et paradoxalement, j'ai trouvé quand même que... Enfin, il y a ça, et après, ça explique aussi pourquoi je vois Gobert et Wemby qui sont très très hauts, qui ont tendance à jouer entre eux, à commencer très très haut et à créer du mouvement derrière. Sur mettre la balle au poste bas, où là, tu as forcément besoin de lenteur, parce que tu as forcément besoin d'un duel en bas pour aller... Mathias Le Sort le fait extrêmement bien, mais après, c'est pas synonyme de vitesse. Il y a quelque chose qui a extrêmement bien marché, c'est plutôt que de faire ça, de créer un genre de mouvement, de créer un backdoor, de créer un écran pour avoir à la fois un intérieur high post et un intérieur low post. Et là, qu'est-ce que c'est facile. Surtout quand t'as Wemby et Gobert, où il se passe la balle et elle a même pas besoin de toucher le sol, la balle. Ça marche extrêmement bien. Ça s'est fait au début, Gobert l'a extrêmement bien fait au début. Et après, ça s'est fait de moins en moins au fil des matchs. Je l'ai vu de moins en moins. Parce que justement, la défense s'est densifiée chez nos adversaires. La défense s'est énormément densifiée. Pour ce match de Kelly Olynyk, franchement, contre le Canada, qui nous fait encore un peu la leçon dans la raquette. Et là, tu te dis, mais il y a un problème. Comment tu peux avoir justement des gars comme Olynyk qui finalement s'en sortent pas si mal face à ce genre de raquette. Mais je pense que tu vois, un des soucis là sur cette volonté de mettre le jeu à l'intérieur, c'est que comme Rudy n'a pas de shoot et ne peut pas space le jeu, en fait, tu es structurellement obligé de jouer pour lui. Tu vois? Parce qu'en fait, tu es beaucoup sur de la connexion high-low. Et en fait, sur cette connexion high-low, tu peux pas mettre Rudy high. Tu vois, tu peux pas mettre Rudy en tête de raquette. Tu es obligé de mettre Wemby. Et donc, en fait, tu te retrouves structurellement, et on le voit beaucoup sur les débuts de match, à jouer pour Rudy Gobert. Sauf que le problème, c'est que Rudy, déjà, c'est notre moins bon attaquant de nos 4 intérieurs, mais il a pas du tout. C'est pas un joueur qui va générer des prises à 2. Tu vois, parce que les défenses aujourd'hui, elles acceptent le pari de laisser Rudy Gobert en 1 contre 1 plutôt que de générer des prises à 2 pour faire des écarts et démarquer des shooters. Et donc, pour moi, il y a un vrai problème sur ce jeu, la demi-terrain qu'on essaye de mettre en place, c'est que structurellement, tu es un peu obligé de le jouer pour Rudy,
qui est peut-être, enfin qui est, allez, à minima sur tes intérieurs, ton moins bon attaquant. Sachant qu'en plus, tu vas avoir. Enfin, Rudy, comme tu dis, tu vas pas l'utiliser ailleurs. Que des gars comme Gershon, enfin, Gershon, j'ai l'impression qu'il joue presque finalement jamais à l'intérieur parce qu'on on va aller lui demander de mettre du drive, on va aller lui demander de mettre son shoot à 45 degrés derrière l'arc, qui est très très bon, hein, vraiment. Là, pareil, on l'avait vu avec le Real Madrid, il avait été excellent là-dessus pendant le Final Four. Joueur de top niveau. Hein. Ouais, du top niveau. Alors, n'hésitez pas à vous refaire les matchs de Mathias Le Sort. La finale Real Madrid Panathinaikos. Alors là, pareil, j'ai eu la chance d'être dans la salle. Je peux vous dire, franchement, c'est un fest. Je me suis dit, j'espère que Vincent Collet regarde. Hein, parce T'amuses. que... Sympa. Ah, non, là, c'était incroyable. Le chantier qu'a fait Mathias Le Sort, énorme. Le travail qu'a fait Yabusele et Vincent Poirier, bon, malheureusement qui est blessé. Mais voilà, un gars comme Poirier nous aurait fait du bien d'ailleurs. Ouais, alors après ça commence à faire un peu beaucoup d'intérieur. Peut-être que, alors désolé, du coup je me retrouve à prendre la main parce qu'en fait on commence à enclencher ce sujet-là et ça faisait partie des sujets. Est-ce qu'on se lancerait pas un peu le sujet de notre rotation intérieure, qui est pas le sujet le plus fâcheux, parce que clairement c'est notre point fort. Clairement c'est notre point fort. On a des intérieurs absolument magnifiques. Mais peut-être qu'on peut essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que tu penses, toi, des différentes associations? Moi, j'ai un regard assez net, mais peut-être je peux te lancer déjà. Qu'est-ce que tu penses de nos différentes associations? Qu'est-ce que tu trouves fonctionnel? À l'inverse, est-ce que tu as des points où tu trouves ça un peu plus difficile? Alors, pour les rappels sur les intérieurs, donc on a Victor. Bon, après Victor c'est Victor. Rudy Gobert, Le Sort et Gershon Yabusele, j'oublie personne. Exactement. Batum joue quelques minutes en 4, mais je suis pas sûr qu'il en joue beaucoup au final. Comme d'habitude. Ouais. Moi, voilà, l'association Gobert-Wemby, je pense qu'on peut la critiquer sur pas mal d'égards, mais je la trouve assez meurtrière quand elle est bien disciplinée, quand elle sait se trouver, et indéfendable. Je trouve que c'est absolument indéfendable. C'est marrant, moi j'ai pas la même lecture, tu vois. Bah, après, j'ai peut-être été trop impacté par le match à Cologne. Ouais, tu vois. Mais je trouve que c'est assez indéfendable quand ça marche bien. Il y a un petit problème sur la rotation. Le Sort, il est extraordinaire. Attends. Du coup, alors attends, t'as lancé l'association Rudy Victor. Continuons sur l'association Rudy Victor. Justement. Vas-y. Pourquoi alors ok, je pense savoir ce que tu veux dire après par rapport à Le Sort. Pourquoi pour moi je suis pas très convaincu. Alors effectivement, il y a eu le match en Allemagne où ça a été très fonctionnel, notamment parce que Victor était dans un très bon match à la création. Il était très très fort à la création et Rudy a pu en profiter. Je trouve que moi cette association ne marche pas très bien. Alors je l'ai un peu évoqué juste avant, donc je vais pas passer 10 ans à la répéter, mais parce que elle t'oblige un peu à jouer pour Rudy. Comme Rudy ne peut pas space, et elle te casse le rythme complètement. Et du coup, je trouve, c'est terrible, hein. Je trouve que de nos combien d'associations on a possible? On en a en gros, tu dois en avoir 8. Nos 8 associations possibles, je trouve que c'est la moins fonctionnelle des 8 quasiment. Bah, je trouve qu'elle marche pas très bien. Je vais rebondir sur ça parce que c'est un peu ce que je voulais sur la suite de ce que je voulais dire. En fait, il y a un problème derrière, c'est que ces deux-là, c'était titulaire. Tu vas faire de la rotation, forcément. Et au bout d'un moment, tu vas les faire sortir tous les deux. Ça arrive assez souvent. Et là, tu te retrouves avec Le Sort, Yabusele, par principe, ou peut-être Batum. Mais Le Sort, Yabusele, il y a un truc qui change radicalement, c'est que c'est beaucoup plus petit. Il y en a un qui a beaucoup plus de quoi shooter à l'extérieur, qui a vraiment cette qualité de shoot qui est... Yabusele en l'occurrence. Yabusele, voilà, et qui sait driver, qui a ce côté athlétique. Et Le Sort, mais qui est une machine dans la raquette, vraiment. Le ballon sous l'arceau, il en fait un travail assez formidable. Mais le problème, c'est que c'est d'un coup tout petit. Et moi, ce qui m'intéressait pas mal, c'était de voir aussi comment tu fais pour que pendant tout le match, finalement, t'es soit Gobert, soit Victor. Et ouais, mais tu vois. Et le problème, c'est que Victor, on l'attend un peu ailleurs aussi. On lui demande un peu trop, ouais. Alors moi, tu vois, je trouve que l'association Yabusele Le Sort,
Je trouve, alors c'est aussi parce qu'elle vient en second rideau et que c'est un vrai rouleau compresseur, et tu as raison, défensivement, c'est un peu moins fort, même si je trouve que les deux quand même arrivent à tenir la baraque défensivement. Oui, Je trouve que par contre, offensivement, de toutes nos associations, c'est celle qui fonctionne le mieux aujourd'hui. C'est pas la plus talentueuse, mais c'est celle qui fonctionne le mieux. Non, Et je trouve que s'il y a bien c'est un ça. truc qui est pas à bouger, et je pense que souvent, on s'est retrouvé à la mi-temps en bonne position dans les matchs, parce que souvent le premier passage du duo Yabusele-Le Sort fait excessivement mal aux défenses adverses. Et Le Sort, par sa puissance, ça soit, alors, on l'a découvert en plus sur du post-up, alors qu'en Euroleague au Pana, on le voit surtout sur du pick and roll. On l'a découvert sur du post-up, être très bon. Yabusele est excellent, ça soit dans le jeu de transition, dans le 3 points. Et au final, c'est l'association qui marche le mieux. Et en fait, elle marche tellement bien que tu te retrouves dans un cas où Le Sort est tellement bon que c'est compliqué de donner plus de minutes à Rudy qu'à Le Sort. Parce que moi, je trouve que Le Sort sur la prépa, il est meilleur que Rudy. Hein. Je trouve absolument aussi. Tout à fait. Puis on a un gars qui est un peu. Enfin, Le Sort, il est au sommet de son art, hein, je trouve. En ce moment, il est. Voilà, son Final Four, sa victoire en Euroleague, c'est quand même un des joueurs les plus décisifs de la saison du Pana, les plus décisifs de ce Final Four, où le Pana a renversé tout le monde et a su renverser un Real Madrid qui paraissait complètement imbattable. C'est notamment parce qu'on a un Mathias Le Sort qui, effectivement, a fait ce travail de pick and roll, mais aussi à l'intérieur qui a été très athlétique, très très fort et qui a malmené des gars qui étaient encore plus grands que lui. Il y avait Vincent Poirier, il y avait Tavares aussi, qui est une montagne hein, quand même ce gars-là. Et voilà, je suis complètement d'accord avec toi sur les phases où on avait Yabusele Le Sort. J'avais l'impression que la raquette se libérait beaucoup plus. C'est des rouleaux compresseurs les deux, ils ont un peu tous les deux ce profil physiquement ouais, très très supérieur généralement aux rotations adverses, et du coup ils font effectivement très mal, et je pense vraiment que, alors Rudy a terminé par un excellent carton contre l'Australie, son 4e carton contre l'Australie est excellent, ce qui remet un peu en doute 2-3 certitudes que je m'étais dit, mais je m'étais dit j'espère que Vincent Collet aura la lucidité de donner plus de minutes à Le Sort que Gobert si Le Sort continue à être meilleur que lui. Parce que pour l'instant, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Le Sort est nettement meilleur et je trouve que tu vois, tu ressens moins ce côté, même quand c'est Victor avec Le Sort, tu ressens moins ce côté, le besoin de jouer pour Le Sort parce qu'il est très dynamique et tu le ressens moins. Est-ce que Rudy acceptera une. Enfin, c'est ça la vraie question. Est-ce que Rudy aussi accepterait une place de remplaçant? Bah, tu vois, moi je trouve ça très bien. Tu vois, cette logique de se dire Rudy démarre les matchs. Parce que je pense que Yabusele Le Sort profite du travail de sable que font dans une première rotation Rudy et Victor. Je pense juste qu'il faut accepter de ne pas lui mettre trop de minutes dans les cartons 2 et 3, tu vois. Mais après, tu le revois dans le 4e, c'est logique. Mais parce que dans le 4e aussi, c'est plus simple en fin de match de ne pas le faire jouer si jamais c'est pas fonctionnel. Surtout qu'en basket FIBA, Rudy, ça monte très vite en faute. Hein. Oui, et puis surtout, Rudy, son vrai problème, c'est Bichette, il dit pour rien, mais c'est que Rudy, s'il n'a pas un très fort joueur de pick and roll, il est vraiment pénalisant en attaque. C'est un très bon poseur d'écran, il peut profiter des écarts qui sont créés par un très bon picker, par un très bon handler, mais le problème c'est qu'il n'existe pas ce très bon handler. Et du coup ça devient un vrai problème offensivement. La 3e association dont j'aimerais bien qu'on parle, parce que moi j'en attendais énormément et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, c'est l'association Victor Yabusele, qui sur le papier, pour moi, est l'association qui doit être la plus performante. Parce que Victor est quand même meilleur en poste 5 qu'en poste 4 et que Yabusele est un poste 4 tellement méta qui sait faire tellement de choses que pour moi c'est l'association qui devrait le mieux marcher. Qu'est-ce que tu penses de cette association pour l'instant entre Victor et Yabusele? J'ai pas vu beaucoup en vrai, je t'avoue. Est-ce qu'on l'a vu beaucoup dans les matchs en vrai celle-là? Eh ben moi je trouve que t'as raison, on l'a pas beaucoup vu, mais je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu parce qu'elle marche pas très bien. Ouais. Et je pense qu'elle marche pas très bien. Parce que là, tu mets qui à l'intérieur? Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Gershon peut jouer en bas, il n'y a pas de problème. Après, il a tellement cette capacité de perforer une défense, de rentrer dans le lard, donc c'est-à-dire de partir d'un peu plus loin. Et Victor, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, Victor, faudrait être bête pour se dire, bah c'est juste un intérieur que je vais mettre à l'intérieur, merci et c'est tout. Bah non. C'est un génie du basket parce qu'il sait faire autre chose que ça. Et bah là, après, ça peut être intéressant aussi. Là, tu libères complètement ta raquette.
Et bah Et du justement, coup, tu crées beaucoup plus de mouvements. tu vois, Mais je l'ai pas beaucoup vu. effectivement, ça devrait être notre meilleure combinaison pour nous permettre en plus de jouer un peu en 5-out. Sauf que pour moi, il y a deux soucis sur cette association et c'est pour ça qu'on la voit peu et qu'elle marche pas très bien. La première, c'est que effectivement, tu peux beaucoup space, mais t'as pas de driver. T'as pas ce joueur qui est capable de Non. passer l'épaule et d'aller au cercle. Donc du coup, Mm. cet avantage structurel, alors Koulibaly il va le faire un tout petit peu, mais c'est encore léger et tu peux pas trop compter dessus. Du coup, cet avantage structurel par le fait de pouvoir jouer du 5-out, tu l'as pas. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où bah, tu retrouves le jeu de Collet qui est l'envie de mettre la balle à l'intérieur. Ouais. Et là, pour le coup, t'as tout ce qui. Enfin, t'as Yabusele pour bien space le jeu et mettre la balle à l'intérieur. Le problème, c'est que c'est Victor qui se met à l'intérieur et qu'on est tellement lent dans notre mise en place que Victor, qui est plus léger, à chaque fois se retrouve face à des défenseurs plus petits mais plus véloces. Et il le repousse. Et il le repousse et il le repousse. Et alors, on l'a moins vu cette année en NBA parce qu'il a surtout joué du pick and roll, mais on se rappelle qu'au Metropolitans, c'était le principal point d'amélioration qu'on avait vu. C'est qu'on voyait que Ouais. contre les postes 4, plus petits et plus physiques que lui, il était repoussé loin. Et on retrouve complètement ce problème-là. Il arrive à prendre la position, mais comme on n'arrive pas à lui mettre suffisamment rapidement, il est repoussé et on se retrouve sur ce duo avec beaucoup d'isolation de victoire à mi-distance ou à 3 points qui finissent avec des step back à 3 points. Et du coup, Et la chose à faire, hein, dès que tu as un intérieur beaucoup plus grand que toi, la première chose à faire, tu, c'est re- de repousser tu en raquette. repousses. Et en fait, pour contrer le fait que tu repousses, ce qui contre ça, c'est le fait d'arriver à vite amener la balle dessous. Sauf qu'on n'est pas capable de l'amener vite, on met du temps. Et du coup, bah, ils arrivent à repousser. On l'a très bien vu avec Dylan Brooks qui a fait un super travail sur Victor là-dessus. Ouais, ouais. Et du coup, Là aussi, hein, la bah, différence de l'athlétisme, hein. Ouais. C'est là aussi. Et du coup, cet Ouais, avantage bien sûr. que tu pourrais avoir très important avec cette doublette-là, bah tu l'as pas quoi. Tu l'as Mm. pas. Dernier duo, on l'a moins vu, mais je trouve qu'il a du potentiel et qui marche pas mal. C'est le duo Victor Le Sort et qui marche plutôt bien. Moi, je suis plutôt content de cette association. Oui, ah, c'est celui qui a le... Alors, est-ce que je vais dire une connerie en disant ça? C'est possible, mais est-ce que c'est pas celui qui a le plus de fondamentaux? C'est un peu... moi, c'est ce que me donne voilà, le travail de Le Sort poste bas, enfin, sa manière de se placer, son footwork, sa manière d'écarter son défenseur. Je Victor, sais pas si, voilà, je sais pas si c'est le plus de fondamentaux, mais peut-être qu'effectivement tu touches un point intéressant. C'est que quand c'est Yabusele, le dirty work un peu, tu vois, le fait d'aller à Mm. l'intérieur, de prendre de la place, de Non, ça, peser c'est physiquement. Mathias. Voilà, c'est Victor qui doit le faire quand c'est Yabusele. Sauf que Mm. quand il est avec Le Sort, bah, c'est Le Sort qui le fait. Et pour le coup, Le Sort est plus technique et plus à l'aise. Allez, on va dire à l'aise que Mm. Rudy offensivement pour l'instant. Et du coup, effectivement, on trouve un truc qui fonctionne plutôt pas mal entre les deux. Ah, Effectivement. effectivement, pareil, hein, on a vu un petit peu plus cette paire-là, mais pas tant que ça. Et bon, à partir du moment où c'est pas utilisé dans la rotation des matchs de préparation, j'imagine que Collet avait un peu son idée. La réflexion est plus facile pour les intérieurs, hein, quand même. On va pas se mentir. C'est clairement notre point fort. Parce que Heureusement qu'on a ça, c'est ce qui nous tient dans notre les point matchs. fort. C'est clairement Mais ce qui nous tient dans les matchs. bon, ça suffira pas. Ça suffira pas. Je te redonne la balle si t'as un autre point. Qu'est-ce que je vais prendre comme point? Moi, il m'en reste, mais si t'en as, n'hésite pas. Tu fouilles. Ouais, Je peux reprendre la main hein, si je vais t'as revenir. pas. Non, Non. je fais du cherry picking, j'hésite. Est-ce qu'il nous reste combien de thèmes là? Moi, il C'est m'en le reste. dernier? Non, tant qu'on en a, on en a. Tant qu'on en a, on en a. Moi, il m'en Ok, reste un alors. gros. Il m'en reste un gros, mais après, j'en ai un gros et un petit, il m'en reste. Alors, je vais m'en garder un pour la fin. Ok. Non, je vais revenir sur ce côté, voilà, athlétique. Ouais. Pour moi, ça va être la clé, parce que ça l'a été, c'est ce qui a déclenché un peu la prise de conscience et le premier bouton alarme dans le mondial 2023. C'est le côté athlétique et c'est le premier souci. Moi, je le repense au match de l'Australie où justement, on veut remettre cette défense, on veut mettre cette intensité, on veut mettre l'accent sur nos qualités à contenir nos adversaires. Et moi, franchement, j'ai trouvé une équipe d'Australie pépère qui me donnait même pas le sentiment de remonter ses balles en urgence, à avoir un vis-à-vis aussi impactant sur le plan physique, parce que clairement, quand tu as un défenseur qui te harcèle, qui te bouffe,
que ça soit qui te repousse en bas, qui vient te coller aux fesses sur les remontées de balles, eh ben, on n'avait pas vu ça. Moi, j'ai vu une équipe d'Australie qui avait l'air de gérer son match. C'est un match amical, c'est le dernier match de préparation, mais j'ai eu l'impression d'avoir une Australie sereine. Et voilà, malgré cette pression défensive qu'on est capable de faire. Parce que nous aussi, on a de l'athlétisme. Voilà, on a des gars qui sont là pour ça. Je pense à Bilal, je pense à... Même, on n'en a pas du tout parlé, mais Cordinier aussi. Voilà, Mathias Le Sort, Gachan Yabusele. Eh ben, j'ai l'impression que nos adversaires tiennent le rythme. Et ça les dérange pas forcément. Le fait qu'en plus, on décide de jouer lentement, ça permet d'avoir des phases un peu moins intensives pour l'adversaire. C'est tout bénef. Voilà, moi, bon, je te spoil toujours pas, mais je regardais les Américains tout à l'heure. Je vois ça, je fais, mon Dieu. Mais je pense que effectivement, il y a un sujet sur le côté athlétique. En fait, je pense qu'il a mesure. En fait, on part du principe qu'on est une équipe excessivement athlétique et qu'on est censé dominer là-dessus. Effectivement, à l'intérieur, on est très athlétique. À Maintenant, l'extérieur, pas du tout. Et ouais, sur ligne extérieure, pas tant que ça en réalité. Non. Koulibaly est un joueur athlétique, mais il sera très dominant physiquement dans 4-5 ans. Il est encore un petit peu jeune. Franck n'est pas si athlétique que ça. Non, Andrew et Mathieu, pas spécialement non plus. Evan Nando, ils ne le sont pas. Et Nico a ses meilleures années derrière lui, physiquement. Donc en fait, on n'est pas tant que ça. S'ajoute à ça le fait tu l'as dit au début, mais on a eu une préparation qui a été très difficile. Et mine de rien, quand tu tapes dans les meilleures équipes, tu tapes souvent dans les équipes qui sont les plus athlétiques. Et dans des registres différents, on a à chaque fois des joueurs qui nous ont fait très très mal. Le Canada sont globalement plus physiques que nous sur les joueurs petits, ça nous a fait très mal. Et sur les ailiers, notamment avec des ailiers qui sont capables de tenir les meneurs. Bon, les Australiens, j'ai pas senti qu'ils étaient plus athlétiques que nous quand même. J'ai l'impression qu'on est Non, mais c'est ça. Et on a c'est ça tenu qui là-dessus. m'a inquiété. Ouais. C'est ça qui m'a inquiété. J'ai pas eu l'impression d'avoir une Australie qui poussait le nombre, enfin, combien de remontées de balles, mais pépouses que les Australiens ont fait. Et même parfois des coast to coast, mais qui étaient bêtes. Et je fais, mais comment c'est possible d'avoir, voilà, de percer cette défense aussi facilement? Une défense qui est censée un peu se remettre en cause après 3 défaites d'affilée. Et là, je vois ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. La dernière possession. Ah bah génial, dernière possession, il reste 2 secondes, je reçois la balle sous l'arceau. Quel cadeau. Bon, après, on sait très bien que c'est De Colo qui défend. Mais justement, face à d'autres possessions comme ça pendant un tournoi olympique, imaginons, c'est quart de finale, on est à égalité. On est capable de refaire cette connerie-là? Ou on est capable de mettre cette intensité? En fait, je pense qu'il y a... On parle d'athlétisme, en fait, on est puissant. Ça, de la puissance, Oui. on en a. Mais on n'est pas spécialement athlétique. Et effectivement, il y a des équipes contre lesquelles on arrive à imposer notre puissance. Je trouve contre l'Australie, on a quand même plutôt imposé notre dimension physique et puissance. Je trouve le premier match contre l'Allemagne, on a réussi à le faire. Les Allemands sont un match-up très compliqué pour nous parce que notre principal point fort, c'est la puissance et que eux arrivent à nous matcher sur la puissance. Parce que les Wagner sont terriblement durs, que Thaï c'est dur, que les Bonga sont durs. Et là-dessus, ils arrivent à nous matcher. Ops aussi, ouais, tout à fait. Les Serbes nous font très mal sur la pression tout-terrain parce qu'ils ont pour moi le meilleur joueur de presse tout-terrain en jeu FIBA, c'est Avramovic qui nous fait très 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 mal, mais sur le reste on arrive à les matcher. Et effectivement en fait notre prétendue domination physique elle n'est pas absolue en fait. Elle est sur des points précis sur lesquels on peut se faire matcher et sur d'autres points précis on est parfois même en retard. Et donc, il y a un espèce un peu, tu vois, de mensonge originel sur le fait qu'on serait l'équipe la plus athlétique. C'est pas vrai, en fait. C'est un peu... c'est un point plus court que les autres, mais je voulais qu'on revienne sur ça, Ouais, parce t'as que raison. pour moi, c'est ce qui va... Alors, je ne sais pas si ça va faire la différence au premier tour, en phase de poule. Par contre, dans l'écart... Non, mais après on sait qu'on n'est pas dans les 3 meilleures équipes du monde. Hein. Enfin, c'est à un moment donné, il y a un décalage entre la réalité entre la communication autour de la réalité de ce qu'on doit jouer et la réalité de notre époque. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de transition. Aujourd'hui, il y a facile 5, 6, 7, 8 équipes meilleures que nous, mais sans discussion. Sans discussion. Et ça rejoint ce qu'on disait plus tôt, c'est aussi le problème de ces JO, hein, mais je vais y revenir un peu sur mon dernier point, mais on est dans un entre-deux, et ça c'est bête. Parce que du coup, on n'a pas un groupe mature comme on l'avait à Rio.
Je profite sur ce que tu dis. Au Japon, tu veux dire. Tokyo, pardon. Au Japon. Pas Rio. Je profite sur ce que tu dis sur le physique pour aborder mon dernier gros point, et peut-être même ça sera mon dernier, parce que j'avais un petit point sur le cas coordonné, mais je le dirai juste très rapidement. Un dernier point, pour moi, c'est notre défense. Et là, pour moi, c'est un très gros point. Vincent Collet a construit toute sa communication et tout son effectif sur la qualité défensive prétendue de l'équipe de France, disant que tout passerait par la capacité qu'on aura à être la meilleure défense du monde et que c'est que par ce chemin-là qu'on pourrait être champion du monde, qu'on pourrait être champion olympique. Pour moi, c'est la même chose, hein, tu me diras. Oui, c'est un peu la même chose. Pour moi, il y a un mensonge un peu originel autour de ce fantasme autour de la défense qui nous a conduit à pas mal d'erreurs en fait. Je pense qu'effectivement, on est en capacité d'avoir la meilleure protection de cercle au monde. Et peut-être même la meilleure protection de cercle qu'on n'a jamais vue dans le basket. Là-dessus, je suis d'accord. En revanche, notre défense extérieure est bonne, mais n'a rien d'exceptionnel. Notre pression tout-terrain est bonne, mais n'a rien d'exceptionnel. Notre capacité à sortir des écrans sur des systèmes est ok, mais n'a rien d'exceptionnel. Et donc du coup, tu te retrouves avec une défense qui est très forte dans la protection de cercle, donc ça c'est bien, ça c'est très bien même, et on va s'appuyer là-dessus sans aucun doute. Mais du coup, tu as une défense qui ne va pas générer de contre-attaque, et tu as une défense qui ne va pas faire perdre du temps sur la montée de balle. Alors après, on a joué des très très bonnes équipes, on verra quand même contre le Brésil et contre le Japon, où je pense quand même qu'on devrait être capable de faire mal sur la montée de balle. Et du coup, moi ce qui m'emmerde autour de ça, déjà, je suis curieux de savoir si t'es d'accord, mais moi ce qui m'emmerde autour de ça, c'est qu'en fait, au final, mais je suis pas du tout convaincu que notre défense aurait été moins bonne avec Nadir Ifio et que Francisco. Moi je pense qu'elle aurait été du même niveau, parce que notre point fort défensif, de toute façon, il est pas sur les lignes extérieures. Notre point fort défensif, il est à l'intérieur, et t'aurais pas perdu cette qualité avec d'autres joueurs. Et c'est effectivement ça, et si c'était pour avoir des extérieurs qui défendaient moins, au moins qu'on puisse avoir des gars qui sachent un peu mieux scorer ou qui avaient d'autres qualités éventuelles, finalement on n'a ni l'un ni l'autre. Non, mais surtout qu'en plus, c'est pas comme si Sylvain Francisco était un défenseur catastrophique. Non, parce qu'il ne l'est pas. Bah, clairement. Il ne l'est pas. Mais non, effectivement, ça sur la ligne extérieure. Et voilà, ça rejoint ce que je racontais sur les Australiens qui perçaient la défense. C'est aussi ça, c'est le premier rideau. Le premier rideau, il est passé comme ça. Ah oui, donc ça veut dire que derrière, tu as un intérieur ou peut-être un ailier qui va venir faire une aide, libérer un gars, créer un décalage, laisser un shoot ouvert. Là, pareil, c'est du basic basket. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire, on a une équipe de France qui. Oh là, je me dis, imagine si on tombe contre Steph Curry, la défense de périmètre face à un gars comme lui. Ouh, ça va pas être drôle. Et c'est ce qui me. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, c'est ce qui me préoccupe le plus. Parce que c'est là qu'on va souffrir le plus. Et tu te rends compte, c'est terrible, parce que tu dis que là, on va souffrir le plus, c'est sur la défense extérieure. Alors que cette équipe n'a été construite que pour ça. Hein. N'a été construite que pour ça. Et on a bien vu que ça n'avait. Voilà, c'est ce que je disais tantôt sur le côté. Je vois pas des adversaires qui. Moi, j'ai vu des adversaires qui n'ont à aucun moment manqué de sérénité. Bah, à part les Allemands compris et les Turcs qui ont pris leur rouste, mais je veux dire, sitôt sur les matchs d'après, j'ai pas vu des adversaires qui disaient oh merde, voilà l'équipe de France. Paroxysme de ça, c'est le match contre le Canada ou le 4e carton du Canada. Oh là, il m'a fait mal ce carton, hein, parce qu'il les joue comme on joue un garbage time en NBA. Hein. C'est ça. Et ça. Ouais, on se dit bon, alors tu vois, les moments où tu sens que ça pue, c'est quand tu commences à te mentir à toi-même en mode oui, bon, c'est que la prépa. Oui, tu vois. Moi, je suis supporter du FC Nantes. Hein. Chaque année, quand on gagne un match de prépa, on fait ça y est, c'est notre année. Hein. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, les gars. Arrêtez d'y croire. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Et voilà, il faut. Moi, en début de notre discussion, j'ai quand même voulu voir les choses du bon côté, parce qu'il faut aussi. Ne soyons pas franco-français à voir tout en permanence sous un mauvais œil. Mais non, mais on a dit, il y a des vrais points, on a dit des points positifs. On a dit sur les lignes arrière, on voit des choses qui sont mieux. Il y a la rotation intérieure qui est bien, mais bon, il y a des défauts structurels qui sont très importants, quoi. Et je reviens encore sur ce côté. Voilà, à partir du moment où on va arriver à un stade de la compétition où ce genre de choses va devenir un élément central du déroulé d'un match. Ouais. Là, voilà. Moi, je pars sur. Moi, je pense que il faut pas se dire
qu'on n'est pas dans le groupe de la mort. Ah bah super, nous on a le groupe. Sur le papier, quand on lit sur le papier, je mets des guillemets de 30 kilos sur ce mot. Sur le papier, on a le groupe le plus facile, mais moi je pense vraiment qu'on va avoir un défi physique, même de la part des adversaires qu'on jugerait les moins agressifs. Moi, le match contre le Brésil, avec la pression, avec notre capacité qu'on a de déjouer dans les matchs d'ouverture, ça aussi, faut pas l'oublier, à quel point on déjoue nos matchs d'ouverture en permanence. Il n'y a que Tokyo qui fait un peu exception par rapport à ça. Même un adversaire comme le Brésil, voilà, qu'on connaît pas beaucoup, que moi je connais pas trop, qui a fait un TQO très abouti, qui a quand même éliminé la Lettonie chez elle, hein, il me semble. Plus 30, ouais. Ouais, face à des adversaires comme ça, quelques joueurs qu'on connaît bien, pareil, hein, qui sont capables de venir nous emmerder, et qui vont nous emmerder. Hein. Ça va pas être... Voilà, on a vu des compétitions où on s'en sortait relativement facilement. Moi, je pense au Mondial 2019 et Tokyo 2021, où on est assez à l'aise dans le premier tour. On a des adversaires qu'on croque un peu. Non, là, ça va pas être la même chose du tout. Et la ferveur du public, on pourra agiter 25 000, 27 000, 30 000 drapeaux dans le stade Pierre-Mauroy. Je vous y retrouverai, j'espère, pour une bonne bière. Mais je pense, voilà. Vous l'aurez compris, Tancred fait le tour de l'Europe. Hein. C'est ça. Un coup en Allemagne, un coup la finale de l'Euroleague, un coup à Lille. Pour ma défense, Bruxelles est à 1 heure de Cologne, donc c'était facile d'aller voir les matchs. Et on est à 30 minutes de Lille, donc forcément. Qui l'eût cru que Bruxelles était l'endroit idéal pour le basket international? C'est pas faux. Mais voilà. Je peux faire mon dernier point si tu veux. Allez, c'est parti. Ce sera un peu d'une manière générale et c'est le ressenti que je vois. Je pense que, voilà, dans l'ensemble, on ne s'est pas donné et on ne se donne pas toutes les armes pour gagner ces JO. Parce que franchement, il y a 3 ans, on aurait pu les gagner parce qu'on s'est donné toutes les armes. On avait tout le monde, on n'avait pas de politique dans le machin. On n'avait pas de est-ce que la prépa, elle est ceci, est-ce que la prépa, il a fait suffisamment de matchs. L'an passé, on n'a pas parlé basket. L'an passé, on a parlé coulisses, on a parlé Johannes, on a parlé Batum, on a parlé voilà, de beaucoup de choses, mais pas beaucoup de basket. Ouais. Moi, je trouve que je vois les Espagnols, ça les emmerde pas de naturaliser un type qui parle pas un mot d'espagnol pour aller gagner 1 euro. On y vient. Moi, je vois le fameux Slovène, le grand joueur slovène, bien connu de tous les Slovènes, Anthony Randolph, voilà, qui se découvre une nationalité slovène à 3 mois d'un Eurobasket. C'est Mike Tobey qui, chez les Slovènes... Tobey aussi, mais il y avait pour l'Eurobasket 2017, bon, je suis vieux, donc c'était il y a 7 ans, ça me fait mal de le dire, mais voilà, Anthony Randolph qui avait été naturalisé. Moi, je vois des équipes, et tu vois aussi, tu le disais tout à l'heure, qui jouent... Nous, on joue un basket d'il y a 10 ans, et on veut pas jouer un basket d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais me dire oui parce que on est nul, parce que la Fédé ils sont bornés, parce que les coachs ils sont machin. Non, je ne le sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je ne le saurai jamais parce que je ne suis pas dans les coulisses. Mais j'ai juste l'impression que je vois des équipes autour de nous qui n'ont pas envie de se mettre des règles, qui veulent gagner. Point. S'il faut naturaliser un Coco, un Pélos à l'autre bout de la planète. Mais ce Pélos, c'est le meilleur meneur de jeu qui va te faire un euro de grand malade ou des JO de grand malade, eh ben let's go. Il y a aussi quand je dis qu'on se donne pas les moyens, c'est aussi ça, et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais envie de dire, notamment après l'Euro Basket 2022, où on se prend encore une leçon de basket en finale par l'Espagne. Arrêtons de vouloir essayer de battre des équipes comme l'Espagne. Essayons d'être comme eux, en fait. Et là, tu vois, avec les jeunes, les générations qui commencent à enchaîner des trophées, j'espère qu'on va comprendre, qu'on va avoir une génération qui va... Et des équipes de France qui vont s'inscrire dans une culture de la gagne et d'arrêter Alors là, je te trouve un peu mettre des règles dont on n'a pas besoin. Je te trouve un peu dur. Je pense aussi au cas Johannes. Ok, mais la culture de la gagne,
c'est compliqué de dire que cette équipe ne l'a pas quand tu vois le palmarès qu'elle a depuis 10 ans. Quand même. Je le dis, on est dans la meilleure décennie française du basket de toute l'histoire. On est quand même bien plus haut qu'autrefois. Maintenant, ouais, Alors c'est intéressant parce que moi je vais pas être de... d'accord avec toi, donc c'est intéressant. Moi je trouve que ce truc là d'aller Bagarrons-nous. naturaliser des gars qui parlent pas français, enfin non, il faut arrêter. Enfin à un moment donné ça reste, enfin on va pas être d'accord, hein, ça reste du sport. On a dans le pays, là je commence presque à faire de la politique, on a dans le pays des gens qui attendent des papiers, qui attendent des naturalisations depuis je ne sais pas combien de temps, qu'on aille l'accorder à des millionnaires parce qu'ils jouent au basket. Moi je trouve que c'est d'une indécence sans nom. Et j'étais très content qu'il n'ait pas joué là en but, qui en plus est une énorme merde par ailleurs. Donc, oui, Embiid, je pense que il serait jamais venu. Mais tu vois, je pense à... Non mais il y a Mike James, le vrai cas c'est Mike James, c'est Mike James. C'était Mike James, et qui n'était pas forcément la réponse à apporter. Et après, en toute franchise, je regarde le vivier Team France, on a tous les gars qu'il nous faut, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vois juste des adversaires qui, eux, s'emmerdent pas en fait, quoi. Bah ouais, et mais au bout d'un moment, je me dis, est-ce qu'on gagne avec nos armes? Mais j'ai l'impression que si nos armes, c'est du Spurs basketball de 2013, bon bah. Non mais là où je suis d'accord avec toi, c'est, enfin, il y a un point où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur le truc des naturalisations, mais je vais pas passer 10 ans dessus. Pour moi, je prétends pas avoir raison, c'est une discussion. Ouais, non mais c'est une discussion, je trouve qu'on peut avoir, mais moi je trouve qu'à un moment donné, c'est du sport. En plus on a des bons joueurs, c'est pas le problème. Les mecs qui se font naturaliser, enfin voilà, en France, la réalité c'est qu'en France, il faut 5 ans pour avoir ses papiers. D'ailleurs, tu fais ta demande à la préfecture, tu te tapes 5 ans de plus. À minima, pour qu'on ait Mike James, il faudrait qu'il ait fait 5 ans en France, quoi. Tu vois, en dessous de ça, moi je suis pas d'accord. Et qu'il parle français. Tu vois, je repense je me suis refait là, sur l'épisode 9 de l'histoire de l'équipe de France féminine là, qui est sorti aujourd'hui. Je m'étais refait la finale France-Russie de 2009. Ouais. Et là, j'avais complètement oublié ça. Il y a Becky Hammon. Ah mais bien sûr. Non mais chez les filles, Becky Hammon dans l'équipe de Russie. Ah mais non mais même. Et là on dit parce qu'elle a joué 2 ans au CSK. Ah bon, bah super. C'est quand même pratique. Non mais là où t'as. Ouais, je me posais la question. Pourquoi nous, est-ce qu'on s'emmerde pas, quoi? Non mais là. Parce qu'à un moment donné, on se donne pas ces armes là aussi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que il y a une espèce de, il y a un truc un peu faux cul, c'est que ce qu'on applique aux hommes, on l'applique pas aux femmes. Parce que je rappelle quand même qu'en 2021, la meilleure joueuse de l'équipe de France, c'est quand même Gabby Williams. Gabby Williams. Sacré Gabi. Qui que je sache, n'est pas né dans le Poitou et n'a pas passé 5 ans de sa vie ou 10 ans de sa vie à Paris. Non, Gabby Williams. Qui a le mérite de parler un français plus que correct. D'accord, ok, tu vois, je savais même pas. Il parle bien français, en fait, elle parle bien français tout court. Mais sauf erreur de ma part, Gabby Williams, je regarde rapidement, mais elle est arrivée en France après l'université en 2020. Enfin, il n'y a pas trop de sens qu'elle est. Je sais pas si elle est pas mariée en français, mais il n'y a pas trop de sens qu'elle. Je crois que ses parents sont je crois qu'un de ses 2 parents est français. Hein. Elle est franco-américaine. Hein. Elle est franco-américaine parce que sa grand-mère maternelle est née à Paris et sa mère est française. Ouais, donc effectivement, sur Gabby Williams, pardon, j'ai rien dit, ça a du sens. Mais tu vois, moi je trouve que voilà, ce truc-là n'a pas de sens. Par contre, il y a un deuxième point que je trouve important, c'est la façon dont on conditionne nos joueurs à être bons. Tu as pris cet exemple de l'équipe d'Espagne qui a cette capacité à faire émerger des joueurs et à les rendre prêts rapidement et qui n'a jamais peur de mettre des jeunes sur le devant de la scène en se disant qu'ils vont être en capacité d'apporter quelque chose. On a eu le cas de Ousmane Garouba qui a été mis dans l'équipe rapidement et qui a souvent été mis en valeur. On a il y a Santi Aldama, mais Santi Aldama est déjà un bon joueur qui apporte beaucoup. C'est Juan Nunez de mémoire qui vient d'être drafté, qui pour le coup, lui très jeune a été pris. Et effectivement, on a le cas de Ricky Rubio en 2008 qui a que 16 ans et qui est quand même dans l'équipe qui arrive en finale des Jeux Olympiques. Et effectivement, on a un peu de mal à lancer des mecs qui ont peu d'expérience ou à se dire on va leur construire un parcours pour les faire progresser. Je trouve que c'est particulièrement vrai chez les meneurs de jeu. Je trouve ça un peu moins vrai chez les ailiers, mais c'est parti. Enfin, en même temps, je te dis ça.
Vincent Collet, il a pris Théo Malédon, il a pris Franck Ntilikina. Ouais, il y a eu aussi des essais hein, quand même. C'est pas si vrai que ça. Là, il y a un vrai sujet avec Nolan Traoré, quoi. T'aurais pu Mm. le prendre. Ouais, mais c'est vrai que dans le fond, quand tu regardes, il a quand même su le faire. Donc, je sais même pas si c'est si vrai que ça, quoi. Et tu vois, je trouve que je repense encore à cet Eurobasket 2022 où je vois, et puis même le Mondial 2023 qui est un peu un échec pour l'Espagne, mais quand même, c'est pas une si mauvaise compétition dans l'ensemble. Et voilà, c'est jamais le même effectif. T'as l'impression que tu peux faire tourner n'importe qui, tout le monde est dans la même mentalité, dans le même moule, dans le même truc. J'ai l'impression qu'avec notre équipe de France, et c'est pas forcément une critique, parce on a une excellente équipe de France, mais on a toujours ce genre d'élite, et il faut que petit à petit, faut que des gars viennent les déloger les uns après les autres, et qu'on sera pas capable de faire tourner un effectif autant que l'ont fait certaines équipes. Alors c'est pas, franchement, voilà, la Slovénie est une équipe extraordinaire, elle ne fait pas ça. Les Américains, bon, ils peuvent le faire parce qu'eux, ils ont 50 millions de super C'est un joueurs. modèle très différent, les Euh, Américains. Il est presque pas Voilà, un comparable, modèle quoi. Ouais. très différent. Mais mine de rien, on progresse. Et c'est ça aussi. Et c'est pas pour dire, nous, on est nuls, les autres font mieux que nous. C'est, franchement, on progresse énormément. On a quand même 2 jeunes issus de nos centres de formation, de nos clubs, de notre territoire. 2 gars d'affilée premiers de la draft. Non, mais moi, quand j'ai commencé à suivre la NBA, si on me sortait ça, on Mais aurait alors, tous perdu nos slips, les gars. C'était pas possible. prenons concrètement. Il y a une progression. Prenons concrètement, parce que tu dis qu'il y a un problème de capacité à se mettre dans des conditions pour gagner. Si tu prends très concrètement, aujourd'hui, quel joueur tu aurais pris? Est-ce que tu vois, tu as des jeunes qui t'apparaissent comme des évidences? Tu vois, pour moi, Sylvain Francisco et Nadir Rifi, au moins un des deux aurait dû y être pour une question de profil. Mais j'ai l'impression que le choix qui a été fait par Collet, c'est un choix plus tactique, tu vois. On n'est pas sur un choix c'est un choix de profil, c'est pas un choix d'âge. Si tu sors de ça, tu vois, au final, aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment quelqu'un qui est en capacité de dire à Evan qui a le niveau pour dire bah non, Evan, il ne doit pas être en équipe de France et ça doit avoir quelqu'un à sa place. Est-ce que tu as quelqu'un qui monte le niveau pour que Nando soit pas en équipe de France et quelqu'un à sa place? Oui, Nadir pousse, Non, ça, mais tu vois, c'est pas une évidence non plus, quoi, tu vois. Hmm. De la même façon, pas- sur les postes de meneur de jeu, tu peux penser à Francisco, mais l'année dernière, on s'est rendu, tout le monde a fait le constat que le fait qu'Andrew soit pas là, ça a été un vrai problème parce que Andrew, les minima qu'il t'apporte, c'est cette montée de balle et Oui. cette pression tout terrain. Donc tu vois, tu le Ouais, reprends tout à cette fait. année. Moi, quand je fais ce bilan-là, j'ai du mal à me dire ça parce que je vois pas trop ce qui aurait pu être fait différemment, à part prendre Nadirifi ou Francisco. Mais j'ai plus l'impression que c'est une question de choix tactique de Collet et de profil que d'âge ou d'expérience ou de statut, quoi, tu vois. Allez, il y a une toute petite question autour de Nando De Colo où j'avoue que sur Nando De Colo, il y a un petit côté statut. Maintenant, Nando, c'est quand même un joueur qui t'apporte. Tu sais que tu vas pas tourner à 12 pendant les matchs. Et Nando, il t'apporte une certitude, c'est qu'il a plus de 90% en carrière au lancer franc et que tu peux le lancer sur une fin de match qui joue au lancer Ça, franc. c'est Tu vrai. peux tu peux lui filer tous les lancers francs. Donc c'est un vrai apport, quoi, tu vois. J'ai pas un nom effectivement à le sortir comme ça, et je pense qu'après la trajectoire qui a amené Collet à faire cette sélection-là, c'est ce que je disais dans cet article que je vais pas diffuser, c'était trop tard. On allait partir avec ce groupe de toute manière, parce que qu'est-ce qu'on allait faire d'autre? Personne n'a encore été jeté dans le grand bain. On n'a pas fait venir une nouvelle génération, des petits jeunes. On n'a pas pris des risques sur la sélection. On n'a pas voulu faire tourner. On a laissé nos jeunes dans les compètes de jeunes, dans lesquelles ils brillent, et on a laissé nos vétérans et nos stars et nos superstars dans les grosses compétitions. On a vu tout le vivier, on en a parlé d'ailleurs au- après le mondial, qui l'avait dit? Était-ce Fred Weiss ou Stephen Brun qui disait, moi je pense aux gars qui ont fait toutes les séquences de qualification. Tous ces gars, où on a fait tourner. Là, on a fait tourner des mecs où j'avais l'impression qu'on pouvait utiliser n'importe quel gars, n'importe quel 5 dans les phases de qualification qui sont évidemment peut-être plus faciles. Mais on faisait tourner nos effectifs euh, et ça marchait toujours. On sortait, voilà, à ce moment-là, on sortait Cordigné qui était pas tout le temps, qui était pas toujours avec le groupe. On sortait les Mousfal. Bon, là, c'est des gars un peu plus expérimentés, mais on te sortait encore quelques, voilà, des gars qui n'avaient pas encore eu leur temps en bleu, qui faisaient partie de ce vivier Team France, qui reste quand même une excellente idée. Et ben, ça marche quand même.
On a des équipes de France performantes malgré ça. Et bah, mine de rien, cette petite rotation que je vois, notamment chez nos amis espagnols, après qui ont voilà, une formation, qui ont un savoir-faire, bah, peut-être que j'aurais bien aimé qu'on se tente. Moi, je dis ça parce que c'était un Non, peu mais là où mon t'as rêve raison, de me dire. là où t'as raison, c'est qu'il y a des vrais statuts, effectivement, et que tu sentais dès les préparations, ce qui est peut-être moins vrai chez les Espagnols, que des joueurs pouvaient faire, même si une fois de plus, c'est pas si vrai que ça, parce que Francisco a quand même été pris l'année dernière, mais des joueurs pouvaient faire des top matchs de qualif, de toute façon, ils seraient pas pris. Maintenant, une fois Oui, de plus, c'est ça. c'est pas si vrai que ça. Tu vois, Nadir Ifi a été pris là. Mm. Sylvain Francisco avait Enfin, été pris l'année sélectionné, tu vois. dernière. Et Tu vois, il y avait. moi je trouve ça un peu à mesurer quand même. Moi, mon rêve, c'est que dans l'avenir, enfin, en fait, je pense surtout à l'Eurobasket 2025. Je pense au Mondial 2027. Enfin, je me dis, franchement, je rêve d'une équipe de France où tu as un vivier de talent qui est tellement énorme que tu peux te permettre de faire comme les Espagnols, de te dire, moi, je ne mets qu'un seul gazole, ou je n'en mets pas du tout. Moi, je m'en fous, on va quand même y aller. Tu vois, le dernier Euro, c'est ça. Tu vois l'équipe d'Espagne, tu dis, OK, ils ont plus leur superstar, ils ont que des gars un peu de second couteau, certains gars qui sont remplaçants de remplaçants NBA. Mais non, les gars, ils arrivent parce qu'ils ont. Et voilà, ils ont ce savoir-faire, ils ont cette discipline, ils ont cette culture Il y a un fond de jeu, de oui. la gagne et Là, ça surtout revient à la question du fond de jeu. d'investissement derrière. Et moi, c'est aussi ça qu'on doit Ouais, mais travailler pour l'avenir de l'équipe moi de France. là-dessus, sur ces Mais on le trucs-là. fera pas pendant ces JO. Ouais, puis ça pourrait être l'objet d'un autre podcast d'ailleurs. Mais moi, je Non. crois pas trop, tu vois, au truc de problèmes d'investissement et tout. Je pense que c'est des. J'ai aucun doute sur le fait que les mecs sont sélectionnés, ils sont à fond, ils sont investis. L'année dernière, j'avoue, il y avait Je pense aussi. notamment il y a 2 ans, enfin l'année dernière ça allait, mais il y a 2 ans il y avait un petit côté là-dessus, mais tu vois, il n'y a pas de problème d'investissement, les mecs sont à fond, ils ont envie, il y a une concurrence de malade, elle existe, voilà, je pense que là le problème il est plus dans le coaching, dans l'entre-deux générations qu'on a. Et en fait, tu vois, ça aurait très bien pu être un euro qui tombe à ce moment-là et on se serait dit, bon, bah, on y va sans pression et puis on construit l'avenir. On construit la suite, on continue. Il faut juste qu'on garde notre culture de la gagne un peu, qu'on sorte des poules, mais qu'on perde pas ça de vue. Il se trouve que c'est en France, que c'est les JO et que du coup ça attire l'attention. Mais moi je pense qu'il faut pas Et tout d'ailleurs, remettre en cause pour ça, tu vois. Il y a un problème de timeline. Tu parlais d'il y a 2 ans, ou il y a 2 ans finalement, on voit quelques gars éclore. On voit Terry Tarpey, qui, bon, ils sont évidemment, si vous suivez le championnat de France, vous savez qui c'est. Mais vous allez voir Timothy Luau Cabarro qui a fait un excellent, qui avait bien fait à Tokyo, etc. Mais moi, j'avais l'impression de voir des gars qui se mettaient en valeur. Super cool, vachement cool. Pourquoi ils se mettent en valeur? Bah, c'est surtout parce que Monsieur Big Name, il n'est pas venu. Et finalement, c'est pas plus. En fait, on t'appelle parce qu'on n'a pas le grand gars qu'on prend d'habitude. Donc tu viens avec nous et tu fais un super euro et t'es super fort. Mais sitôt que le grand gars y revient, bah tu reprends ta place un peu de second plan. Il y a C'est une fausse concurrence. Il y a un peu une fausse concurrence. une Maintenant, fausse concurrence. Et c'est finalement, pas n'importe gars qui sont les joueurs qu'il y a arrivés quand malgré même, eux, tu bah, vois. n'ont pas été si mauvais. C'est quand même très compliqué aujourd'hui de dire, par exemple, tu vois, sur les statuts, de dire, on prend pas Rudy Gobert, par exemple. Tu vois, Rudy Gobert, il est 4 fois meilleur défenseur de l'année. Bien sûr. C'est meilleur défenseur au monde. C'est quasiment impossible de ne pas le prendre. Je pense que Evan, une fois de plus, il y aura probablement Melvin Adjinsa qui toquera à la porte d'ici 2-3 ans, mais aujourd'hui, on n'a pas de profil, à part Nadir. Ouais, si, il y avait Nadir Ifi. Ouais. Bon, effectivement, on aurait pu se dire. Après, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'on a des vrais que statuts. On a des vrais statuts. ces Jeux Olympiques sont malheureusement un peu cramés à partir du moment où on savait que la trajectoire, c'est qu'on allait avoir cette équipe intergénérationnelle entre des gars qui n'ont pas encore eu de quoi faire leurs armes tout de suite et des gars qui sont voilà, Nico, il va s'arrêter après ces Jeux Olympiques et pour moi je le mets dans mon top 5 de l'équipe de France de toute l'histoire tous les jours. Et moi, je t'avoue que j'ai un peu plus la tête à l'Eurobasket 2025. On va avoir tellement de nouveaux gars autour de Victor, tellement des gars qui vont avoir la niaque, avec des places qui vont se libérer. C'est presque, voilà, à condition que tout le monde ait envie d'y être. Mais qu'importe qui a envie d'y être ou pas, bah t'auras plus justement ces big names que t'es forcé de placer. Et bah, ça pourrait Là, être va y l'objet avoir des portes ouvertes. Et ça pourrait être c'est l'objet d'un intéressant. prochain podcast. C'est ça. Après, bon, moi, mon prono pour les JO. Allez, on finit avec ton prono. Allons boire des bières à Lille. Voilà, c'est Ah oui, c'est d'accord. mon prono. Ok. Non, écoute,
ça va être compliqué de passer l'écart. En vrai. Ça va être Je compliqué. crois aussi Pour que les ça va filles, être. je suis plus optimiste. Ouais, mais on va pas se lancer sur un podcast sur les filles, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que passer l'écart. Je suis pas très inquiet sur les poules, honnêtement. Je pense qu'on a, on a un petit biais par le niveau des équipes Ouais. qu'on a affrontées. Je pense que si on bat le Brésil, on peut même se lancer une petite dynamique parce que si on bat le Brésil, C'est ça. je nous imagine pas battre le Japon. Et derrière, tu joues l'Allemagne. Tu vois, Ouais. un peu tout peut se passer. Malgré tout, C'est ça. en vrai, ça peut aller vite. Hein. Tu vois, tu bats le Canada, tu bats le Japon, tu es en confiance, tu bats l'Allemagne parce qu'il commence à se passer un truc, tu bats l'Allemagne. Après, c'est un quart de finale qui va être plutôt avantageux. Tu le passes, tu es dans le dernier carré. Quoi. Au moins, tu te donnes Et 2 matchs surtout pour ça. une médaille. La médaille d'or, Mais je ne j'ai crois pas une peur, seconde. Il y a des. Ouais, non, j'ai arrêté d'y croire. Il y a des équipes contre lesquelles on ne peut pas espérer gagner, je pense. Je pense que le Canada, les Je- Américains, on ne peut pas espérer gagner contre eux. Je pense que les Serbes, on ne peut J'espère- pas espérer gagner contre eux. Je pense J'espère être le mec qui se trompe le plus de la Terre en disant ça, évidemment, que j'ai arrêté d'y croire. Mais Non mais non, il y a un c'est vrai ça, sujet de si on veut y croire, il faut qu'on finisse premier parce que il y a au moins 3 équipes. Pour moi, on est incapable de les battre. Les Américains, les Canadiens et les Serbes, je pense sincèrement qu'on est incapable de les battre. Vraiment, En tout tu cas, joues le match 20 fois, on le perd 20 fois, je pense. Je pense qu'on a, en tout cas, pour voir aussi 19, les quoi. choses d'une manière très enthousiaste, je pense qu'on va avoir un tournoi olympique énorme, absolument génial à suivre, à ne pas manquer sous aucun prétexte, chez les filles aussi. Mais voilà, on va avoir un super tournoi, mais dans lequel chaque match va être une vraie bataille. Et ouais, notre objectif, je pense, ce sera de finir à 3-0 dans la phase de groupe, mais les erreurs de parcours, on en a eu. Il y en aura, Et ouais. là, ça paiera pas. Ouais, puis il y en aura, il y en a Là, toujours. Il y en a toujours, t'as toujours il y des en a- erreurs de il y en a parcours, toujours. donc il y en aura, ouais. Qu'est-ce qui a fait la qualité du parcours à Tokyo? C'est un premier tour où on se permet d'avoir le culot de battre les Américains. Et oui, dans les conditions, on sait très bien qu'il y avait 2-3 petites circonstances. On s'en fout. On a fait un 3-0 clean, propre. On a affronté une Italie qui n'était pas un adversaire très très fort, hein. Enfin, qui n'était pas un adversaire qu'on semblait craindre et qui nous a fait douter en quart de finale. Et après, la Slovénie, ça s'est joué sur une action légendaire. Donc, même cette équipe de France qui a été la meilleure de tous les temps pour moi, je pense, eh ben, attention, elle a quand même pas fait ça en étant en étant facile. Exactement. Je vous propose qu'on en termine là pour ce podcast qui aura quand même duré un bon moment. On espère que vous avez pu faire un tour sur l'équipe de France, 1h40. On espère que vous Ouais, aurez. maintenant, on va faire les filles. Non, maintenant on va se coucher. Merci Tancred d'avoir participé à Merci ce à toi. podcast. C'était grave Tu cool. nous as pas dit ton prono, hein. En fait, je me dis, il y a vraiment un scénario où on bat Brésil-Japon et t'arrives en confiance contre l'Allemagne et t'as domicile contre l'Allemagne à Lille, la salle en feu. Je pense qu'on est capable de battre les Allemands. Et alors là, tu finis Ok. premier et il peut se passer beaucoup de trucs, tu vois. Bon, ça marche. Moi, je dis 4e. voilà. Moi, je dis on finit 4e. Allez, va pour ça. Parce que je me dis, on finit premier. Si on finit premier, on arrive à éviter, avec un peu de chance, on évite Serbie, Canada, États-Unis. Et on bat notre quart. Par contre, après, on a un autre plafond de verre. En fait, le tirage va faire tellement. Le tirage va Ouais. faire tellement. Tu vois, si t'as. Tiens, je joue beaucoup. Ouais, tu vois, si t'as un peu de chance, tu finis premier. T'es pas du côté du Canada, des États-Unis. Tu vois, t'es du côté, je sais pas moi, Serbie, Espagne et Australie. Mhm. Bon, il peut tout se passer, hein. Tu sais que Ouais, tu seras tout pas à fait. champion olympique parce que tu es incapable de battre les Américains ou les Canadiens, ça c'est sûr. Mais bon, tu vois, si tu chattes un peu au tirage, je suis vulgaire, mais si tu as un peu de chance au tirage, ça peut aller loin, hein. C'est là où le seul truc que tu as entre tes mains, c'est le premier tour, quoi. Et tu as la chance de commencer par 2 matchs vraiment abordables. Donc tu as l'occasion de faire le plein de confiance avant les 2 premiers matchs. Tu vois, tu arrives au 3e, tu te dis bon, on est déjà à 2-0. Vu ce qui s'est passé Ouais. pendant la prépa, On on verra. n'a pas besoin de se mettre trop de pression contre les Allemands et on va être dans une ambiance de folie. Enfin, pour ceux qui étaient allés à l'Eurobasket en 2015, moi j'ai eu la chance de faire énormément de salles et de stades. Ça pousse, hein. Et ça pousse très très fort. Enfin, je sais pas si ça Ouais. sera pareil parce que la façon dont ils ont attribué les billets était un peu différent. Mais moi, les souvenirs que j'ai de l'Euro 2015 à Lille, c'est que ça poussait vraiment très 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 fort. Donc ça peut créer quelque chose, quoi. Donc voilà. J'ai hâte de voir ça. Ça va être super cool. Et puis, en tout cas, restez cool. connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.